Lui, c'est Mathis. En 3 ans, c'est devenu une des références dans le monde du basket sur YouTube. Dans ce podcast, on va revenir sur le parcours de Mathis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le basket, avec des anecdotes folles, comme la fois où il est parti aux États-Unis pour tenter sa chance en participant à l'un des plus gros tournois de basket du pays. Il y avait LeBron James dans les gradins, il y avait coach Calipari qui passe dans la salle, t'es en train de jouer, tu vois ce mec, tu te dis c'est quoi ce bordel. Mathis a aussi accepté de lever le voile sur son plus gros concept sur YouTube, Histoire de joueurs, où il revient en détail sur le parcours des meilleurs joueurs NBA de notre époque. Du coup, j'ai commencé avec Kyrie, comme je l'ai dit plus tôt. J'ai vu que ça avait marché dès le début. Après, j'ai fait Damien Lillard, ça a encore plus marché. Donc, j'ai continué. Ça va, Mathis? Ça va et toi? Ça va. Bon, là, tu viens d'arriver sur Paname. Ouais. C'est comment? Ça se passe? Bah écoute, ça va, on était dans le rush, mais on est arrivé sain et sauf. Finalement. C'était laborieux, les gars. C'était laborieux. C'était quelque chose, ouais. Mais c'est comme ça qu'on fait les meilleurs tournages en soi. En vrai. Là, demain, t'as ton premier tournage, ton second tournage à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de demain? Alors, le concept de demain, c'est le deuxième épisode de Devine leur niveau. Donc, c'est un concept que j'ai fait sur YouTube où l'objectif, c'est que le jury devine le niveau de 6 candidats sur le concept, sur la vidéo YouTube. Ouais. Donc voilà, c'est une vidéo qui a plutôt bien marché dans un premier temps. Ouais. On essaie d'en faire une deuxième. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, il y a des gros joueurs, il y a des gros créateurs, donc ça va être cool. J'y crois, parce que en vrai de vrai, là, t'as fait combien de concepts là en tout sur YouTube? Parce que faut savoir que Mathis, c'est Monsieur Concept. Vraiment, en tout cas sur YouTube, en tout cas dans le basket, dans la Dish Basket, il est vraiment chaud au concept. Donc là, t'as commencé avec coaching. J'ai commencé avec de l'analyse. Ouais. J'ai fait de l'analyse, donc différents types d'analyse. J'ai fait. En fait, dans chaque concept, il y a des concepts, il y a des sous-concepts. Tu vois. Par exemple, dans tout ce qui est analyse, il y a l'analyse des joueurs. Donc, je dis n'importe quoi, on va analyser KD, par exemple. Mais aussi l'analyse QI basket. Donc, par exemple, c'est une sorte de jeu où tu dois voir une action. Ouais. Et dès que tu as vu l'action, il y a 3 choix qui s'offrent à toi. Ouais. Tu dois choisir le choix en même temps que tu regardes la vidéo. Donc ça, tu vois, ça peut faire par exemple 2 sous-concepts dans un concept d'analyse. Après, il y a aussi le concept des vidéos histoires qui a bien marché. Je raconte les histoires des joueurs NBA. Okay. Donc voilà, c'est sur YouTube, pareil. Et le concept que je fais actuellement, c'est les plus gros formats. On essaye de faire des concepts avec des créateurs pour changer un peu parce que moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube. Ouais. Et je me suis dit, quand j'aurai passé la barre des 100 000 abonnés, je commencerai à faire des featuring avec d'autres créateurs. Tu vois. T'avais vraiment, quand t'as commencé, t'avais vraiment cette C'était l'objectif. Je me suis dit, je vais me faire d'abord un nom, on va dire, dans le truc. Je vais essayer de faire de la qualité, que les gens me suivent pour qui je suis dans un premier temps, pas pour les feats ou quoi que ce soit. Ouais. Et dès que j'aurai les 100K, je me suis mis comme objectif, dès que t'as 100K, mec, tu peux faire des feats. Okay. Tu peux au moins essayer de faire des feats et de contacter d'autres créateurs, etc. que je suivais, que j'aimais beaucoup, comme Briscoe ou Reda Rookix. Et bon, au final, je l'ai fait un peu tard, parce qu'on est à 150 là. mais je voulais que ça soit bien. Ouais. Et j'ai toujours cette manie de faire Quand je fais une vidéo, je veux qu'elle soit parfaite à chaque fois, tu vois. Ouais. Et du coup, ça prend du temps, mais quand ça sort, je suis content de moi et c'est cool. C'est nice. D'ailleurs, j'ai envie de te ramener à l'époque du début de la chaîne. Ouais. Moi, je connais un petit peu le début de l'histoire, mais du coup... Parce qu'on a joué ensemble. Hein, on a joué... Ouais. je vous explique rapidement ma rencontre avec Mathis. Vraiment, je vais prendre 30 secondes pour vous raconter. La première fois que j'ai vu Mathis, on arrive en entraînement, on est en pré-saison, et il y a un mec qui fait genre 1,80, qui vient et qui rentre, et genre, on fait des premiers... Tout skinny. Genre, tout skinny. Vraiment tout skinny. On arrive, on fait les premiers entraînements ensemble, on se dit... C'est qui lui? C'est qui Parce que c'était la deuxième année, donc il y avait des mecs que je connaissais déjà. Et il arrive, on fait des runs ensemble, donc on commence à jouer. Je crois 2 ou 3e action, il se retourne et il planche un joueur. Mais genre vraiment, il le planche, genre il saute, sa tête touche presque la planche. Il planche un gars. Et genre on se dit, mais c'est qui ça? Il cross. En fait, des moves qu'on n'avait jamais vus, parce que du coup, il était aux États-Unis l'année d'avant. Et vraiment, c'était un jour qu'on s'est dit, mais c'est qui ce gars? Et donc voilà. Donc on était en centre de formation ensemble. À Évreux. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'on peut dire le club? Ouais. Trop tard. Tu peux le minute après. Du coup, c'était à Évreux. Et donc, même l'année d'après, du coup, t'es en période de confinement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, arrivé à la période de confinement, moi, j'étais à ce moment-là à Aix-Maurienne. Bon, pareil, si tu veux couper, tu pourras couper. T'inquiète. Mais je suis à Aix-Maurienne, il y a le confinement, donc j'étais avec la N3 et un petit peu avec les pros, surtout je m'entraînais avec eux. Confinement, comme tout le monde, on est coincé chez nous, on peut plus faire de basket, on peut plus rien faire. Ouais.
Et moi, j'avais l'idée depuis quelques mois déjà de partager un peu ce que j'avais pu apprendre aux États-Unis ou même ce que j'avais pu apprendre dans le basket plus jeune parce que mon père était coach et c'était un matrixé du basket, mais pire que moi, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, je l'avais toujours eu en moi et je me suis dit, bon, bah, forcément, mon père était coach, c'était un gros fan, il m'a fait kiffer le basket et tout, c'est grâce à lui que j'ai aimé ce sport. Je me suis dit, bon, bah, à un moment, il va falloir que je partage aussi mes connaissances. Et surtout que lui, il avait énormément de connaissances, mais il était coach dans un petit club, on va dire, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bah, tout le savoir qu'il a, si moi je peux aussi prendre un peu de son savoir et tu vois, le montrer à plus de gens, ça peut être cool. Et il fallait que je trouve une sorte de jeu de mots, genre gère ton jeu, etc. Donc, c'est le nom de Handle Your Game. Je me souviens, j'avais fait des croquis, j'avais envoyé à mes potes et tout. Ils me disaient, non, ça c'est éclaté, non, ça c'est nul, vas-y, tu peux faire ça. C'était quoi les noms du début? C'était quoi les premiers noms? Il doit y avoir des. Je saurais même pas te dire, mais je sais qu'il y avait Your Game un peu à chaque fois, mais vas-y, il y avait des noms bizarres au début. Mais trouver des noms, c'est impossible. C'est très dur de trouver un nom en plus qui fonctionne un peu, tu vois, que les gens puissent se souvenir de ce nom et se dire, ah, ça c'est ça, tu vois, genre Handle Your Game, c'est ça. Bon, après, je sais pas si ça a marché ou pas, parce qu'il y en a qui m'appellent Handle The Game ou ce genre de choses. Après, les français et l'anglais, des fois, c'est un peu compliqué. En vrai, des fois, c'est compliqué. Mais après, Handle Your Game, ça va, c'est facile à retenir. Ça va. Quand on dit Handle, déjà juste Handle, ça va, tu vois, donc ça va. Mais ouais, la recherche de noms était compliquée et j'ai oublié ta question. Du coup, je te disais, ramène-nous à cette époque, du coup, où t'es en plein période de confinement et tu veux lancer ta chaîne. Ouais, du coup, je suis confinement, comme j'ai dit, je le répète. Et création de la chaîne, je savais que je voulais faire des analyses vidéo parce que, en fait, depuis que je suis petit, et ça, je l'ai appris par un pote à moi qui s'appelle Gaëtan, je me rendais pas compte de ça. Et je l'ai appris quand il me l'a dit. Il m'a dit, mais mec, je me souviens qu'en fait, toi, depuis petit, toujours été dans l'analyse de vidéos, etc. Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, mais quand je faisais des tests en centre de formation, avant de faire les tests, gros, j'avais ma vidéo de Westbrook, j'analysais tous ses moves, ce genre de trucs, tu vois, j'étais un matrixé, vraiment. Mais attends, ça veut dire que déjà, t'avais quel âge? T'avais genre 10 ans? J'avais 15 ans. 15 ans. Mais je faisais ça avant, je faisais ça quand... je me souviens, je regardais des highlights de D-Rose et tout, j'avais peut-être 12 ans. Et ça, c'est un truc aussi qu'on m'a répété il y a pas longtemps et je me rendais pas compte parce que pour moi, c'était normal. En fait, j'étais juste un fou. Mais est-ce que tu le regardais en mode genre je regarde ce highlight ou genre vraiment t'étais là et tu décortiquais le move du joueur? Non, justement, gros, je le mettais la vidéo en 0,5 au ralenti t'étais fou. Pour regarder comment, en fait, au ralenti, le joueur fait ses moves. Et ça, c'est un truc, moi, je trouvais ça normal, tu vois. Et quand j'étais avec mes potes, Axel et tout, pour drop des noms, Axel, Jordan, Alan, ils se reconnaîtront. On était des matrixés, on était tous dans une chambre d'internat après, un peu plus vieux, tu vois, genre vers 16 ans et tout. Et on continuait de faire ça, on regardait les vidéos comme des fous. Et en fait, l'analyse vidéo, c'est un truc qu'au final, j'ai commencé assez jeune, j'ai envie de dire. Peut-être pas 10 ans, tu vois, mais genre à 14 ans, je commençais à analyser pas mal de jeux. Et je me suis dit, en fait, je peux très bien faire ça et aider les... En fait, c'est un truc qui est connu, l'analyse vidéo. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout grand coach analyse ce qui se passe sur le terrain. En France, pareil, au niveau pro. Mais c'est pas forcément connu par entre guillemets, les joueurs un peu plus d'un niveau amateur ou semi-pro, etc. Et donc je me suis dit que j'allais faire ce travail pour les gens en fait. Et ça a plutôt bien marché et voilà, je suis content. En vrai c'est bien parce que du coup parce que ton père, tu m'as dit, c'était un vraiment fanat mordu de basket. Et en fait, t'as leverage genre les réseaux sociaux pour propager ce qu'il t'a appris. Exactement, c'est ça. Je savais en fait que j'avais, mais même par rapport aux exercices que je fais actuellement. Enfin, il y a beaucoup je fais énormément d'exercices différents, que ce soit sur des formats courts ou longs. La plupart, c'est l'exercice de mon père. Hein. Ah ouais. La plupart, c'est lui, il les faisait il y a 30 ans, tu vois. Et les gens se disent, mais ça, on a vu un grand coach le faire ou ce genre de choses sur les réseaux. Même, ça m'arrivait qu'on me dise, ouais, t'as repris cet exercice de quelqu'un. Bah non, en fait, c'est mon père qui me le faisait faire. J'avais 10 ans, j'ai repris de personne, tu vois. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'était... parce que je vois les vidéos que je fais, que ce soit en short ou que ce soit les vidéos d'analyse ou les vidéos de training. Et en fait, t'as tellement d'exercices. Déjà, pour le dribble, genre, vraiment, t'as énormément d'exercices. Et je me dis, genre, comment tu fais pour penser à ça? Genre, avoir la créativité de penser à ça, tu vois? Alors, il y a des trucs où, comme je te dis, souvent, je me pose la question de, par exemple, comment moi, j'ai fait pour progresser sur le dribble. Donc, la première réflexion que j'ai, c'est qu'est-ce que je faisais plus jeune. La deuxième réflexion, c'est je vais appeler mon père et je vais lui demander ce que je faisais plus jeune. Parce que souvent, je me souviens pas des exos, tu vois. Et donc, en général, c'est ça, un peu de réflexion de mon côté. Puis après, je regarde avec mon père si on n'a pas déjà fait un truc similaire ou quoi. Et en fait, Handle Your Game, c'est aussi mon père au final, tu vois. C'est pas que moi. Même s'il participe pas au montage ou ce genre de choses, il me conseille pas mal sur certaines choses. Et c'est là que j'ai pris mon inspiration de base, tu vois. Donc, les exercices, ils viennent de là. Ils viennent aussi de... Le basket évolue de ouf. En ce moment,
t'as des joueurs, ils font 2m21, ils remontent la balle, etc. Enfin, c'est cool aussi de se réadapter au jeu. Donc je réfléchis à des exercices un peu spécifiques où qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois. Pour revenir sur ce que je faisais plus jeune avec mon père, on faisait des exercices et des fois tu te dis mais c'est quoi cette merde, genre en mode qu'est-ce qu'ils font là, c'est pas du basket ça, tu vois. Mais ça travaille d'autres aspects du basket, genre la coordination, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et ouais, tu dis sur le moment tu peux te dire le mec qui te coach il est fou, mais en fait moi j'ai progressé grâce à ça, il a envoyé plein de joueurs dans des bons niveaux aussi, donc je sais que ça a marché. Et je peux juste maintenant les refaire, et les chèques, les gens ont passé l'exercice parce que c'est l'exercice de mon père qui date de 20 ans. Tu vois. C'est fort. SOS. Des joueurs comme qui Des joueurs comme qui l'a envoyé en centre de formation? Alors, honnêtement, j'ai pas énormément de noms de joueurs, mais c'est plutôt des proches à moi avec qui j'ai joué en KD France, ce genre de niveau. Je sais qu'il avait envoyé il avait formé un joueur qui était aux portes de l'équipe de France à un moment, mais c'était il y a longtemps, il y a 20 ans. Oui, par rapport à... il a eu pas mal de joueurs qui sont allés en centre de formation, en championnat de France, 4D France, etc. Et aussi beaucoup de joueurs en région, etc. Mais ils font un très bon niveau, tu vois. En fait, mon père va être vraiment dans l'entraînement, développer les qualités techniques du joueur. Et c'est ce que moi, j'aime faire aussi, tu vois. Ces entraînements, c'est pas un entraînement de coach normal. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire un échauffement de 20 minutes, 30 minutes de course et des matchs, lui, ça va être 50 minutes, mon gars, de travail technique sur du 1 contre 1 ou du 1 contre 3 à l'entraînement. Mais je te jure que c'est ça. Hein. 1 contre 3. Du 1 contre 3, des trucs comme ça, des trucs de fou. Alors que t'as 15 ans, tu vois, 13 ans, même plus jeune. Et c'est ça qui est ouf, en fait. Tu progresses trop vite avec lui. C'est faux parce que on fait beaucoup en centre de formation. Enfin, nous, on faisait beaucoup les mêmes exercices, tu vois. Et c'était beaucoup team player et tout. Enfin, c'était beaucoup des entraînements en équipe. Et t'as pas beaucoup de temps pour développer tes qualités techniques, tu vois. Et en vrai, là, ce que tu fais sur YouTube, en vrai, c'est fou parce que, genre, moi, je peux venir, je suis un joueur, j'ai 10 ans, j'ai juste à regarder ta chaîne et je me mets dans mon garage, je sors, je vais au parc, je dribble, je shoot. En fait, c'était ça un peu l'objectif de Handle Your Game de base, c'est de pouvoir créer un entraînement individuel et personnalisé chez toi. Tu vois, juste en regardant une vidéo. Et c'était justement pour... j'en parlais, en fait, là, j'ai fait... Est-ce que je parle du projet des 5 abonnés? Parce qu'en fait, j'ai un truc là-dessus. Alors, le projet des 5 abonnés, c'est moi qui vais vous le raconter. Parce qu'au moment du tournage, en fait, on a eu une petite galère d'audio. Et je me voyais pas jeter tout ce qu'il avait dit sur le projet des 5 abonnés. Sachant qu'en plus de ça, ça allait être important pour comprendre la suite du podcast. Donc voilà, très rapidement, je vais vous expliquer ce qui s'est dit pendant les 5-6 minutes où le son s'est coupé. Alors, le projet des 5 abonnés, il vient d'une envie de Mathis de rencontrer ses abonnés. Parce que depuis qu'il est sur les réseaux sociaux, environ 3 ans, il y a eu que très peu d'occasions où il a pu rencontrer ses abonnés. Il a fait quelques tournois par-ci par-là, quelques camps. Mais à part ça, il est très rarement en interaction directe avec sa communauté. Donc ce qu'il a fait, c'est un tirage au sort parmi les gens de sa communauté pour gagner une journée de coaching avec lui. C'était un carton, il y a eu plus de 500 participants et au final, il en retiendra que 5. Et naturellement, vous pourrez retrouver ça sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, sur son compte TikTok, etc. Comme vous l'avez compris, c'est un des nombreux concepts que vous retrouvez sur la chaîne de Mathis. Et je voulais revenir sur un autre concept qui l'a vraiment, pour moi, propulsé, qui l'a fait sortir de sa niche de analyste basket. C'est le concept des vidéos histoires. Rapidement, qu'est-ce que c'est les vidéos histoires? Je pense que rien qu'au nom, vous avez compris ce que c'était. Mais prenons un exemple, Kyrie Irving, joueur NBA très 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 connu. Dans sa vidéo histoire sur Kyrie Irving, Mathis il va revenir sur le parcours du joueur de A à Z, vraiment du moment où il a commencé le basket jusqu'à aujourd'hui, en parlant de tout. C'est-à-dire s'il faut parler des parts d'ombre, s'il faut parler des histoires cachées, etc., il va les trouver, il va les dénicher et tu pourras les retrouver dans sa vidéo. D'ailleurs, Kyrie Irving, c'est le premier joueur qu'il a fait sur sa chaîne. Et donc je te demande comment ça s'est passé, comment t'as eu l'idée, etc. Et donc j'ai commencé avec Kyrie comme je l'ai dit plus tôt. Et en fait, j'ai vu que ça avait marché dès le début. Ouais. Dès la première vidéo avec Kyrie, je sais pas à combien elle est peut-être à 300 000, là, un truc comme ça. Ouais. Mais c'était l'une de mes plus grosses vidéos. Donc j'ai continué. Je me suis dit, ça marche, tu vas pas t'arrêter là. Faut jamais arrêter un truc qui marche. Après, j'ai fait Damian Lillard, ça a encore plus marché. Ouais. Damien, il avait plus de buzz que Kyrie. Ouais. Ah ouais? Ouais, Damien, ça a bien. En même temps, j'ai mis une miniature un peu plus technique. Ah oui, mais je vois, c'est laquelle. Il y avait un gun sur la tête de Damien Lillard, voilà, je peux le dire. Je vois, c'est laquelle. Ouais, les miniatures, je les faisais vraiment tout seul au début. Maintenant, il y a un mec qui m'aide là-dessus. D'ailleurs, très Lucas, si tu vois cette vidéo, t'es très chaud, tout le monde le sait. Il est très fort. Il est vraiment très fort. Il est fort, franchement. Très fort. Il fait du très bon taf. Je voulais te complimenter, mais je savais pas que c'était pas toi qui le faisais. Non, c'est pas moi. Au début, je les faisais, c'était un peu, tu vois. Et je me suis dit, non, si tu veux te professionnaliser, faire un truc carré, faut que tu engages des personnes.
Et je travaille avec plusieurs personnes au final. Parce que, mais du coup, en fait, c'est pas que toi, en fait, Under Your non, Game. comme je t'ai dit, un peu, il y a mon père, mais mon père, c'est le travail de l'ombre un petit peu, tu vois. Quand il me manque un exo un peu fou, un truc vraiment quali comme ça, je vais lui demander en général. Allez vous abonner au compte. Non, je rigole. La pub pour le daron. Mais non, il y a du coup Lucas qui travaille sur les miniatures. Voilà, il est sur toutes les miniatures, toutes les dernières miniatures de mes vidéos, c'est lui. Donc si vous aimez ce qu'il fait, allez le suivre. Magic, je mettrai son Insta, je sais plus. Enfin, tu mettras son Insta. T'inquiète, je m'en occuperai, t'inquiète. Mais voilà, et il y a aussi Joe qui travaille avec moi sur le texte. Il y a certains textes que j'écris pas en entier. Certains même que j'écris pas du tout d'ailleurs. Enfin, en fait, souvent, avec Joe, ce qu'on fait, c'est qu'il y a certains textes qu'il va écrire dans un premier temps, et moi, je vais reprendre la trame, mais je vais changer les mots, ou je vais même ajouter des textes ou ajouter des notions dedans. Tu vois, donc c'est vraiment un travail à deux. On fait pas ça du tout sur toutes les vidéos, mais sur quelques-unes. Et après, en fonction de ce qu'il a fait, je regarde ce qu'il a fait, et je modifie. Des fois, je modifie tout. On commence. Et des fois, je modifie très peu parce qu'il fait du très bon travail. Et juste, je le réinterprète à ma façon, tu vois. Mais c'est très dur d'être sur Instagram, TikTok, YouTube, créer une marque de vêtements, avoir une vie familiale, etc. C'est très dur, tu vois. Donc il y a des trucs où je peux pas tout faire d'un coup et il faut que je délègue. Et je trouve que je délègue pas assez d'ailleurs, parce que juste un mini-maker et une personne qui t'aide sur les textes, c'est pas énorme, tu vois. Toi, tu verrais quoi en plus dans ton équipe tout de suite? S'il y a des gens qui veulent postuler, qui ouais, c'était pas postuler. Non, je cherche. Écoute, sur les formats courts, j'ai tellement d'idées. Je regarde mon téléphone, il y a 70 idées de formats courts différents. Enfin, c'est abusé. Sauf que j'ai pas le temps de les faire. Donc, tu vois, peut-être engager une personne qui pourrait faire des formats courts. Même peut-être passer à l'écran, je sais pas. Mais ce genre de truc, ça peut être intéressant, quoi. Mais si mes souvenirs sont bons, t'as commencé ta première marque, du coup, hyper tôt dans la chaîne. Dès les premières vidéos histoire environ. En fait, j'ai créé Under Your Game et quelques mois plus tard, j'ai créé la marque Under Your Game. Je savais que... Je me suis dit qu'en fait, s'il y a une communauté qui se crée par rapport à ça, peut-être que certaines personnes seraient contentes d'avoir un petit merch, un petit produit en plus. Et j'ai trouvé la solution pour le faire le plus rapidement possible. Je l'ai fait et c'était sympa. Donc, au début, c'était quoi? C'était t-shirt au début? Alors, c'était t-shirt, hoodie, c'est tout. T-shirt, hoodie, ouais. Et récemment, du coup, j'ai suivi un peu. Il y a un rebranding. Ouais, il y a un rebranding, un changement de nom, un changement de tout, de design. Enfin, c'est plus du tout la même marque, c'est plus les mêmes matériaux, c'est plus les mêmes habits, c'est plus les mêmes vêtements. Ça n'a rien à voir, quoi. Est-ce que tu peux nous dire vite fait qu'est-ce qu'on peut espérer quand le site va être lancé? Alors, pour l'instant, j'ai mis une date un peu en mai, tu vois. En mai, ouais. Normalement, le premier drop sortira en mai. Je peux pas indiquer quels vont être chaque élément du drop, mais il y aura des shorts, c'est sûr. Shorts, ça peut être pas mal. Des bons shorts. Est-ce que tu vas mettre des shorts comme à l'ancienne dans les années 90 bien longs ou Non, ça va être au-dessus du genou, bien beau, tu vois, tout ce qu'on aime. Et des trucs, il y aura des trucs assez simples au début, puis après des trucs, des coloris vraiment pas mal. Donc, vous pourrez matcher vos belles paires avec ça, vous allez voir. C'est parfait. Et en plus, j'ai vu, du coup, parce que j'ai rejoint ton canal Instagram récemment, et j'ai vu que, en fait, c'était... Le lancement de la marque, en fait, il était quasi interactif, en fait, parce que tu lances des designs, tu regardes, tu laisses les gens voter, etc. Exactement. Et ça fait plaisir que tu sois dans le canal. Ouais, si. Et ouais, franchement, c'est trop cool parce que je voulais que la marque, l'identité de la marque, il faut qu'elle ressemble aux personnes qui me suivent, mais aussi aux basketteurs, tu vois. Je vais faire une marque pour les basketteurs, par les basketteurs. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. On comprend l'idée. Et du coup, en fait, le fait de demander, par exemple, à ma communauté quel type de matériaux ils préfèrent sur leur short, s'ils préfèrent un short léger, genre 500 grammes ou 200 grammes, tu vois, je suis allé dans le détail là-dessus pour savoir ce qui pouvait plaire à ma communauté, aux personnes qui pourront potentiellement porter les vêtements. Donc ouais, j'ai eu des bons retours là-dessus. Il y a aussi des retours par rapport... J'ai fait une estimation de prix, tu vois. Ouais. J'ai fait 30, 40, 40, 50, etc. Je l'ai vu. Bon, les gars, vous avez tous voté 30 €, le prix le plus bas. Je dis rien, mais... Genre, tu voyais la barre des prix et tu voyais la barre, elle était au max. Elle était au max. 30 €, c'était au max, tu vois. J'ai eu, je crois, 1000 votes, 30 €. Et genre, 50 €, c'était 12 votes, tu vois. Genre, il y a 12 mecs qui se sont dit, bon, quand même, on va pas abuser. Ouais, c'est vrai. Après, si tu leur laisses le choix, en vrai, tout le monde... C'est ça, je savais un peu que le prix le plus bas allait être choisi. Après, des fois, il faut faire attention parce que ça peut être au détriment de la qualité, tu vois. Après, on espère pas. Mais en vrai... Quand tu mets de l'argent, tu essaies d'avoir un produit de qualité. En vrai, si tu dis tu mets 50 € dans un short, c'est qu'il va te tenir. Exactement. Là, le but, c'est de créer une marque long terme. Tu vois, la première marque, c'était plus du merch un peu. Là, ça va vraiment être une vraie marque avec des matériaux recherchés, etc.
Là, j'ai contacté je sais pas combien de manufactures. Là. Depuis 4 mois, je suis dessus H24. Ça me prend un temps fou. Ok. Mais c'est un kiff, c'est un plaisir. J'ai envie de pouvoir porter mes vêtements tout le temps, tu vois, en jouant au basket. Et j'ai envie de voir aussi des gens en porter, tu vois, sur le terrain. Donc, Ça, c'est fort. Ouais, fort. Du coup, il y a la chaîne YouTube. Ouais. Maintenant, on vient d'en apprendre un peu plus sur la marque. Et ça fait déjà beaucoup. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu arrives à répartir ton temps sur les deux parties, contenu et la marque? Parce que tu as dit, tu contactes beaucoup de gens, ça prend du temps. Dis-moi tout. Il y a beaucoup d'organisation, surtout par rapport au... Si on prend le contenu, à la vidéo que je tourne demain, pour YouTube, le concept Devine le joueur, c'est une énorme organisation. Ça me prend... Vu que je suis tout seul, avec Enzo qui filme aussi, qui m'aide à organiser un petit peu, on est 2, tu vois, pour un concept qui... Normalement, pour faire ce genre de concept, il te faut une prod, quoi. Il te faut une prod avec 5-6 personnes qui s'occupent du truc, tu vois, c'est un vrai taf en soi. Donc ça prend du temps. Et comment ajuster un peu tout ça? Comment je fais? Bah écoute, franchement, je dors pas beaucoup. Non, tu vois, j'arrive pas à trouver j'ai pas forcément de planning. J'ai pas forcément je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un peu compliqué parce que je suis pas le genre de personne qui va se lever à 8h, travailler de 8 à 13, prendre sa pause déj. Je vois ce que et tu vois, moi, c'est plus en fonction de comment je me sens et tout. Et il y a des jours où je travaille, honnêtement, 15 heures, mais... Genre d'affilée, genre. Pas d'affilée, mais je travaille 15 heures dans la journée, mais je peux travailler 8 heures, mais sans quitter mon ordi, tu vois. Mais vraiment non-stop, sans boire même, pour te dire. 8 heures de focus, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça, c'est quand je fais des vidéos qui me passionnent. Je te jure, je peux rester devant l'écran, mais pendant 8 heures. J'ai les yeux, ils me piquent. Carrément, il y a une bouteille d'eau à côté, j'ose pas la prendre. Je suis en mode non, je continue. Je veux pas m'arrêter, gros. C'est une dinguerie. Je tourne la tête, c'est le soir. Mais je te promets que c'est ça en plus. Je regarde la fenêtre, je vois, il fait nuit, je fais merde. Après, en plus, ça m'appelle, ça me dit ouais, tu fais quoi? Non, je suis pas là, je suis pas dispo. C'est vraiment ça, genre en mode rat de laboratoire. Là. C'est terrible. Mais en termes de proportion, est-ce que tu dirais que la marque, ça prend le plus de temps? Les vidéos YouTube, ça prend le plus de temps? Alors, ce qui prend le plus de temps, ce qui prenait le plus de temps de base, pour t'expliquer un petit peu, quand j'ai commencé la première vidéo que j'ai fait sur YouTube, elle a duré 3 minutes 50, je crois. 3,50, elle m'a pris une semaine à faire. Voilà. C'est pas plus compliqué. J'ai tout appris sur YouTube, en fait. Tu vois, tous les tutos. T'es un enfant de YouTube? Je suis un enfant de YouTube, tu vois. Et je suis un gros fan de YouTube. Je regarde YouTube plus que la télé. Enfin, c'est abusé. Mais donc maintenant, ce genre de vidéos, les vidéos de 8 minutes, j'arrive à les faire en... Si on compte tout, parce qu'il y a énormément de choses. Si je dois tout citer, il y a la recherche de titres, il y a la recherche de la miniature, le travail de miniature avec mon minimaker qui ont travaillé beaucoup dessus. Il y a la recherche du sujet, est-ce que c'est un sujet qui peut intéresser, un sujet qui peut marcher, trouver les informations, les images, mettre les musiques, tu connais de toute façon tout, faire le montage, etc. C'est un truc qui prend énormément de temps. Donc je pense que une vidéo YouTube, ça me prend en général 2-3 jours, voire 3-4 même, ça dépend de quelle vidéo c'est. Et après, honnêtement, tout ce qui est format court, TikTok, etc., Reels, je passe peu de temps dessus. Mais par exemple, je vais aller à Grenoble avec mon frère, on va tourner des vidéos pendant je sais pas, 2 heures non-stop, on va pas s'arrêter pendant 3 jours. On va faire 2 heures lundi, 2 heures mardi, 2 heures mercredi. Et ça va me faire 3 semaines de contenu, tu vois. Donc ça, c'est pas vraiment le truc qui me prend le plus de temps. Et après, la marque, en fait, c'est un truc où en fait, ça me prend pas énormément de temps dans l'action, mais je réfléchis tout le temps à la marque. C'est-à-dire que là... dans 10 minutes, je vais aller aux toilettes, je vais réfléchir à la marque, tu vois. Genre, c'est un truc, ça veut pas quitter ma tête, en fait. Tu vois. Donc, c'est plus un plaisir, du coup, la marque qu'autre chose, en fait. Tu vois, c'est pas forcément une... Parce que je pense, en vrai, c'est plus beaucoup de temps au début, peut-être, je pense. Et après, avec le temps, c'est un truc qui run en autopilote. Pas vraiment, mais genre, c'est plus chill. Alors que YouTube, la création de contenu, en général, c'est genre... Il faut pas s'arrêter, en fait. C'est ça. En fait, ce qui est YouTube, TikTok, la création de contenu, comme tu dis, faut pas s'arrêter. Je me suis arrêté pendant un moment, ça s'est pas bien passé pour moi, tu vois. Le but, c'est vraiment pas de s'arrêter. C'est assez dur. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui parlent de burn-out, de trucs comme ça, avec les gros concepts, etc. Parce que c'est énormément de temps. Et parce que c'est McFly et Carlito, je crois, qui avait... Il y a eu Carlito qui a fait ça. Il y a eu Massu, je crois aussi. Massu aussi. Ah ouais, problème là-dessus. Là, j'ai pas suivi. Mais après, c'est un autre sujet. Lui, il a été envahi par des mais oui, c'est des gens qui venaient chez lui. C'est abusé, tu vois. Ça, c'est trop ça. Mais en général, la création de contenu, tu peux te dire qu'en fait, c'est un taf trop bien parce que tu fais ce que t'aimes, mais il y a des charges mentales de fou. Genre, moi, ça m'arrive pas trop, mais en ce moment, un petit peu d'ailleurs. Mais genre, des commentaires négatifs. C'est un truc que j'en avais pas avant. Hier, je reçois un commentaire négatif, je suis en mode fais chier. Tu vois. Alors que c'est nul, hein, tu vois. Souvent, en plus, t'as que des commentaires positifs. Hier, je reçois un truc, je sais plus ce que c'était. J'en ai reçu plusieurs d'ailleurs hier et je me suis dit mais il y a une vague genre hier c'était tu vois, les haters ils arrivent genre c'est ça. Mais en plus je te promets, je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais attends, là ça commence, tu vois, ça arrive. Je sais pas à quoi c'est dû.
Si c'est parce que j'ai plus d'abonnés qu'avant et du coup, il y a plus de personnes potentiellement qui sont des haters. Mais c'est pas arrivé c'est arrivé après le feed, non? Ouais. Mais en fait, je pense que c'est des mecs qui te connaissaient pas. Je pense que c'est peut-être ça. C'est ça, en fait. Parce qu'avant, il y avait vraiment pas ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis chopé, pas mal de personnes. Enfin, pas mal, j'abuse, genre, vraiment 3-4. Mais en fait, après, moi, même, ça te perturbe. Tu te dis, mais attends, mais comment lui, il est pas content, genre, c'est quoi son problème? Je lui fournis un truc gratuitement, il est pas content. Ça fait 3 ans que, genre, en mode, t'es monté à 100, 130, 150. Et il y a rien de grave, tu vois. Ouais. Et là, c'était des trucs vraiment en mode de, genre, tu te crois légitime, mais t'es éclaté, ou des trucs comme ça. T'es en mode, mais t'es qui, toi? Bien joué là. Je vais mettre un terrain là. Je te jure, des trucs comme ça. Mais c'est terrible. Mais non, il y a vraiment eu des trucs de ouf, des fois, mais ouais. En tous les cas, ce genre de personnes, tu les rencontres dans la rue, ils vont pas te le dire en face, tu vois. En vrai, c'est très rare, les gens qui vont venir te voir. Enfin, j'imagine, hein, quand j'entends parler des gens, c'est très rare, tu vois. Ouais, je pense pas. Moi, en tout cas, j'ai tout ça. Après, il n'y a pas non plus 12 000 personnes qui vont dans la rue et qui viennent vers moi, tu vois. Mais quand des personnes viennent, c'est hyper bien. C'est trop bienveillant, c'est trop bien. C'est un moment de partage, c'est trop cool, franchement. C'est le meilleur aspect des réseaux sociaux, c'est ça. C'est quand tu rencontres les personnes dans la rue et qui te disent franchement, ce que tu as fait, j'ai kiffé. Ouais. Et c'est pour ça, au final, que je fais le handle tour où je vais aller voir 5 abonnés. C'est pour aller rendre un peu cette force qu'on me donne. En plus du handle tour. Parce que du coup, on en a parlé de. Déjà, vous commencez à vous rendre compte à quel point Mathis il fait beaucoup de trucs. Mais il y a un truc de plus qu'il fait, c'est le programme. Le programme de détente. Du coup, tu t'es associé avec Louis Bourlier. C'est ça. Exact. Louis Bourlier, du coup, qui est préparateur physique du centre de formation de la Gielbourg. De la Gielbourg, exactement. Pendant les quelques minutes où Mathis était en train d'expliquer ce qu'il avait amené à faire le programme de détente, le son a sauté. Il expliquait que si on fait une chaîne sur le basket comme la sienne, qui rentre un peu plus dans l'analyse, les programmes, c'était une suite logique. Et il voulait d'ailleurs nous partager une anecdote sur le tournage de ce programme. Et d'ailleurs, pareil, j'en ai jamais parlé, ça va être marrant. J'organise un peu le truc et tout. Je lui dis, je vais venir tel jour avec mon cadreur, etc. Ça va bien se passer, tranquille et tout. Bon, j'arrive sans mon cadreur déjà. Okay. J'arrive solo avec ma caméra. problème là-dessus. Ouais. Il m'ouvre le gymnase, tout se passe bien. On a du coup le gymnase d'entraînement de la Gielbourg, donc super salle pour s'entraîner, enfin trop bien, parfait, tu vois. Et on se regarde et on se dit, on a tous ces exercices à faire, ça va être un peu chaud quand même. On avait 120 exercices à faire. 120. Et on avait, je crois, 4 heures devant nous pour les faire. J'avais 120 exercices à faire, parce que c'est moi qui les montre. Lui, il les explique, mais c'est moi qui les montre, tu vois. Fais ça. Et du coup, là, on en fait genre 20, 30, ça prend du temps, tu vois. En plus, c'est physique. C'est pas simple. Franchement, ce qu'il fait, c'est pas simple. En fait, on a fait un programme de détente sur 6 heures, tu vois, de tournage. C'est un truc de fou. Genre, quand il pense, c'est 3 mois sur 6 heures, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand je dis 120 exercices, 120 exercices différents. On n'a pas refait les mêmes 2 fois. C'est 120 exercices différents, tu vois. Et ouais, non, c'était un truc de fou. Et d'ailleurs, merci à la GL de nous avoir prêté la salle, parce que sans ça aurait pas été aussi bien aussi pour nous, pour organiser tout ça, etc. Et donc le programme de détente, il a super bien fonctionné, bien mieux que ce que je m'attendais, tu vois. J'ai vu, il y a déjà pas mal, il y a des gens qui postent déjà leurs résultats et tout, et en vrai, c'est impressionnant. Ouais, il y a un mec que j'ai vu, il a pris 15 cm de détente. Et les gars, est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi 15 cm de détente? J'ai toujours voulu avoir 15 cm de détente, j'avais pas ces trucs-là avant, gros. Plus 15 en plus. Et en plus, ce qui est dur, c'est qu'avant, toi-même, tu sais, quand on cherchait des programmes, des trucs comme ça pour augmenter nos détentes, on se posait des questions et tout. Souvent, tu dis ça, c'est de l'arnaque, soit ça va pas marcher, soit vas-y, je vais payer, qu'est-ce que ça va donner? T'es toujours un peu inquiet. Et je pense que là, je peux pas te donner le nombre de personnes qui ont pris le programme, mais on a touché beaucoup de monde et tout le monde est content. J'ai jamais eu aucune personne qui m'a dit je vais me faire rembourser ou alors ça m'a pas plu. Vraiment, tout le monde est content du truc et il y a des résultats qui commencent à arriver. Il y en aura encore plus parce que ça fait bientôt 3 mois. Ça fait que 3 mois en fait. Ça fait même pas 3 mois là. Là, on est au 2e mois et 2 semaines. Il reste dans 2 semaines, ça fera 3 mois. Parce que tu avais déjà fait des vidéos de détente qui datent à l'époque en fait. Mais je pense que c'était plus toi, ta vision de la détente et les exercices que tu faisais. Ouais, c'était plus des exercices techniques, comment sauter, comment augmenter sa détente. Genre c'était vraiment comment approcher le saut plus que. Exactement. À l'heure où ce podcast a été enregistré, le programme de détente est le seul qui est disponible sur le site de Mathis. Mais Mathieu voulait savoir, est-ce qu'il a prévu d'en sortir d'autres? Est-ce qu'il a déjà prévu la suite? Et à ça, voici ce que Mathis répond. En fait, je vais tout faire. Le but, c'est de faire le programme de dribble que je vais tourner le mois prochain, programme de tir. On va travailler aussi le mental, c'est hyper important. Ouais. Mais d'ailleurs, ça... Oh là là. Ah, mais ça... Mais comment... mais ça... Mais en fait, comment tu t'y prends, en fait? C'est ça, le truc. C'est pour faire une formation mentale. Comment tu t'y prends, en fait? Parce que c'est... là-dessus, je sais pas si je vais le faire seul ou si je vais aller contacter
ceux qui connaissent le plus de choses là-dessus. En vrai, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Ça va être le plus intéressant, je pense, parce que je connais pas mal de trucs, mais comme je t'ai dit, j'ai envie de faire les meilleurs programmes au monde, limite, tu vois, mais dans chaque domaine. Et vraiment avoir tout sur mon site. Et si tu veux t'entraîner, tu sais où faut aller. T'as pas besoin d'aller ailleurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est quoi le programme que tu préfères faire? Honnêtement, vu que j'ai fait énormément de dribbles quand j'étais petit, je pense que ça va être le dribble. Tu vois, j'ai des exercices, mais je pense que j'ai 300 exercices de dribble différents, tu vois. 300 exercices. Donc il va falloir que je choisisse les bons pour pas en mettre 300, tu vois. Mais ça, je pense que c'est celui que je vais le plus kiffer. Et après, il y a tout ce qui est technique sur le shoot, c'est hyper intéressant et hyper important pour les jeunes qui veulent progresser au tir. Souvent, si tu as un tir un peu bizarre et tout, ça peut te poser problème par la suite. Donc ça va être le plus intéressant pour les personnes qui me suivent. Ça peut entraîner des moqueries, des railleries. Moi, j'avais pas de shoot, par exemple. Là, si j'avais eu le programme, voilà. Au moins, je serais un shooter. Au moins, je serais à genre 35, 40% peut-être. Après, il faut le savoir, moi, je suis pas du tout le meilleur shooter possible. Mais ce que je fais, c'est que j'analyse tout pendant des semaines. Je teste les exercices. Je vois ce qui fonctionne. Je pose des questions à des joueurs pros. Et au final, avec tout ce que j'ai, j'arrive à faire quelque chose qui est utile, tu vois. Okay. Est-ce que les programmes, c'est toi, tu te dis, là, je vais enchaîner sur ça, ou c'est plus la demande de ton public et de ton audience qui te dit, ah bon, on veut trop un programme sur ça ou Pareil, je fais des demandes sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez faire partie du processus. En vrai, si vous êtes un bowler, si vous êtes un hooper, il n'y a en fait, il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner à sa chaîne parce qu'en vrai, si tu veux progresser, c'est vraiment l'endroit où il faut être, tu vois. Il faut aller là-bas, les gars. Il faut aller là-bas. Mais ouais, non, en gros. Je pose la question à chaque fois aux personnes qui me suivent. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube toutes les semaines? Tu as une question. Qu'est-ce que tu veux voir la semaine prochaine? Tu fais un vote. En fonction de ce que tu votes, en général, je fais la vidéo. Et là, c'est pareil pour le programme. J'ai su que le programme de tir, c'était le plus intéressant apparemment pour les abonnés. Donc, on va peut-être enchaîner sur ça. Là, je vais faire le dribble en février parce que j'ai plein d'exercices et j'ai la possibilité de le faire assez rapidement. Donc ouais, je fais en fonction de ce qu'on me demande, quoi. Ok. Mais du coup, ça veut dire que de la chaîne YouTube, tu as réussi à avoir plusieurs axes où tu pouvais monétiser. Exactement, c'est le but, ouais. Et donc, il y a Closing, quoi d'autre? Il y a TikTok. Ah, TikTok aussi? TikTok, ouais. Okay. TikTok monétise. Il y a Instagram. Mais tu n'es pas payé via Instagram, tu es payé grâce aux marques avec qui tu peux collaborer. Il y a YouTube, pareil. Et là, YouTube, tu es payé via YouTube et via les marques. Via les marques, ouais. Et tu as du coup la marque de vêtements et les programmes. Je crois qu'on est bon. Mais en vrai, c'est déjà. Est-ce que tu penses que tu vas en ajouter ou est-ce que tu penses que tu vas juste. Ah ouais? Ouais, ça va s'ajouter. Là, il y a le coaching personnalisé qui va arriver. Personnalisé, ouais. Ça dépend d'où je serai l'année prochaine. J'espère être à Lyon et faire des séances de coaching. Et si tu veux, après, on pourra parler du rêve que j'ai. Mais, ah ouais? Ouais, c'est un big truc. Big truc. Plus que déjà tout ce dont on a bien parlé. Bien plus que tout ce qu'on a parlé, ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Ben, là, déjà, on a déjà couvert pas mal de trucs au niveau de la chaîne. Ouais. Est-ce que on peut revenir un peu dans le passé? On y va. Et parler de... Parce que du coup, t'as joué à très très bon niveau. Wow, ça va. Ça va, bah oui. En tout cas... Oui, j'ai côtoyé en tout cas le haut niveau, on va dire. Le haut niveau. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de... J'ai pas envie de revenir vraiment trop loin. Ouais. On va parler plus de... On va dire la saison avant que tu ailles aux États-Unis. Est-ce que tu veux parler de celle-ci? Parce que je sais que tu as fait U15 France. Ouais. T'as fait... Et ensuite, du coup, tu es parti dans un club de prénat. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je voulais te parler de ce move. Parce que du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce move alors prénat? Le move, en fait, il était... Déjà, je vous explique rapidement les niveaux pour ceux qui connaissent pas le basket. En fait, il y a Minime France. En fait, c'est à ton âge, c'est le plus haut niveau auquel tu peux jouer. Ok. Et ensuite, tu as l'année d'après, tu es censé aller en centre de formation. Et enfin, ça dépend. T'es censé. Il y a le centre de formation, du coup, c'est un U18 France. Ouais. Et il y a t'as KD France. T'as KD France. Et ensuite, t'as KD Région, KD. Comment ça s'appelle? Départ, KD Départ. Mais aussi, tu peux aller dans la Ligue des Hommes, en fait. Ouais. Genre. C'est ça. C'est ça, en fait. Grown man. Vraiment, la Ligue des Hommes. Et du coup, la pré-nationale en fait partie. Aussi, ça, il y a aussi. Enfin, c'est rare les joueurs. Il y a la Nationale 3, Nationale 2, Nationale 1. Mais c'est très rare les joueurs qui fassent. Qui fassent U15 France et ensuite qui montent en Nationale 2, Nationale 3. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'aller dans la Ligue des Hommes? Je vais pas te mentir. De base, c'était pas mon choix. Okay. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait
les tests en centre de formation. Donc, je suis parti de championnat de France où je jouais à Grenoble. Donc, je jouais contre les meilleurs clubs, l'Asvel, etc. Tu vois, je m'en sortais plutôt bien. D'ailleurs, il tuait il tuait tout le monde, en fait. Non, je tuais pas tout le monde, mais je m'en sortais bien. T'étais à plus de 20 points? T'étais à 20? Non, genre 18? Je sais pas combien j'avais, mais j'avais une bonne dizaine de points. Ok, nice. Mais je tuais tout le monde dans un contre 1. Mais non, je rigole. D'ailleurs, je me suis entraîné avec l'Asvel pendant un an. Quand j'étais plus jeune, bon, ça n'a aucun rapport. Mais, C'était vraiment jeune, genre c'était pas avec le centre, c'était quoi? J'avais 15 ans. Okay, en fait, c'était pour intégrer l'Asvel. Okay. Sauf qu'il y a eu un changement. Il y a Tony Parker qui est arrivé dans le club. Il a changé pas mal de coachs par la suite. Et le coach qui est arrivé ne me connaissait pas et il s'est dit bon, passer à autre chose. Donc voilà. Des fois, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est de l'opportunité, c'est de la chance où tu l'as pas. Et sur le coup, je l'ai pas eu. J'étais un peu déçu, mais c'est la vie. Et t'apprends en général de ces erreurs, de ces étapes-là de ta life. Et bref, pour revenir au sujet, je quitte du coup Grenoble, donc en championnat de France. Je vais faire vraiment, quand je dis que j'étais dans le tryhard quand j'étais jeune, c'est dur de tryharder plus que ce que j'ai fait. Parce que quand tu mixes ça au fait de regarder les vidéos en 0.5 pendant des heures, tu te dis que le mec est un peu fou. Mais ça ressemble à quoi? Ça veut dire, ok, t'es au lycée? Ouais, là, je suis au lycée. T'es au lycée, ça ressemble à quoi ta journée quand t'es... Là, je suis au lycée, je suis en pseudo-centre de formation. Pour ceux qui étaient avec moi, vous connaissez. En gros, c'était pas sérieux, tu vois. On avait par contre 2 à 3 entraînements par jour. Donc c'était... ah ouais non, pardon. On avait 1 à 2 entraînements par jour. 1 à 2 entraînements, ok. Ouais. Et c'était... t'allais à l'école, c'était un centre de formation un peu basique, tu vois. Sauf que là, j'étais avec mes meilleurs potes. Je connaissais... c'était un internat mélangé filles-garçons, basket-filles et basket-garçons. Donc le bazar, tu vois. On était tous hyper potes, c'était trop bien. Certainement d'ailleurs les meilleures années de ma vie. Et ouais, journée lambda, tu vas en cours, tu te lèves le matin, tu manges au self à 8h, tu vas en cours, tu t'entraînes entre midi et 2, tu retournes en cours, tu t'entraînes le soir. Ok. Ah, mais en plus, ça veut dire, en fait, t'étais pas tout seul dans ton tryhard et les gens ils te regardaient bizarre en mode pourquoi, qu'est-ce qu'il fait tout ça? En gros, on était en fait, on était 15 basketteurs, non, on était 20, on va dire, 10 filles, 10 garçons à peu près, tu vois, c'était à peu près ça. Et on était tous au même étage dans le bâtiment. Et on avait tous la même vie en fait, tu vois. Sauf que des fois, il y en a qui étaient en ES, en L ou en machin. Donc on se séparait un peu dans les classes, on se retrouvait à la récré, tu vois, et on retournait aux entraînements ensemble ou machin. Donc ça, c'était vraiment trop bien. C'était un peu la vie des States avant que j'aille au States, tu vois. C'était un peu ça, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et donc après cette année-là, une bonne année que j'ai faite, j'ai cherché à aller en centre de formation. Je t'avoue, j'étais pas très grand, je pense. Je sais pas quelle taille je faisais, mais j'étais plus petit que là. Et chercher un centre. Comme tout joueur qui a joué en championnat de France, au bout d'un moment, tu cherches un centre, tu vois. C'est un peu la suite logique. Et là, le tryhard est arrivé. C'est-à-dire que mon père... Le tryhard, pour moi, c'est se donner à fond pour réussir ses objectifs sans réfléchir au temps que ça prend. Tu vois. C'est vraiment... tu vas à fond, tu réfléchis pas, tête dans le guidon, tu fonces. Ouais, c'est ça. Et c'est encore et encore. Ouais, tu t'arrêtes jamais. Tant que t'as pas réussi, tu t'arrêtes pas. Ouais, c'est ça. C'est les mecs qui vraiment. En fait, c'est des gars qui vont juste pas abandonner en fait. C'est-à-dire, en fait, ils vont faire des trucs que tu vas pas comprendre. Même des trucs contre-productifs. Hein. C'est-à-dire, tu vas dire, mais attends, mais tu sais que là, ça sert à rien ce que tu fais. C'est tryhard. Mais ouais, et du coup, à ce moment-là, mon père, qui est tout le temps. Faut savoir que mon père me filme mes matchs. Il les filme encore, hein, à mon âge là. Ah ouais? Depuis que j'ai 4 ans, il filme tout. On a tout filmé depuis que je suis petit. Tu sais que ça, c'est fou. Et il me suit sur tous les matchs. Mais c'est pour ça qu'en plus, t'avais mis un extrait. Moi, j'avais vu une vidéo un extrait dans une vidéo et je vois, genre, t'as genre 8 ans. Et je me dis, mais attends, mais comment il a des vidéos de lui qui joue, genre, il a 8 ans. Mais non, mon père est un. Quand je t'ai dit, lui, c'est moi avant, tu vois. Genre, il filmait tout. Il savait déjà que ça pouvait servir par la suite pour trouver des clubs. Donc, il filmait tous les matchs. Tout. Il allait, et à ce moment-là, on était du coup à fond tous les deux dans ça. Et il me dit, si tu veux tenter d'aller en centre de formation, on va prendre la voiture, on va faire un road trip, mon gars. Sur une semaine, on va faire le Tour de France des centres de formation. Il a fait le Tour de France. Et là, tu vas porter tes coups. Et là, tu vas biper. Là, tu vas porter tes coups. Et chaque entraînement, tu vas aller et tu vas faire ce que tu as à faire, tu vois. Et du coup, on se faisait des petits trips comme ça où on allait. Je suis allé où? Je sais même plus tellement. Je pense que j'ai fait 70% des centres de formation. Je les ai quasiment tous faits. Mais en fait, le truc, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personne ne fait ça. Personne. Genre vraiment. Ouais, genre, en fait, mais ouais, genre tu vas peut-être faire. En fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire les centres qui sont proches de chez toi et peut-être tu vas monter. Je suis allé 3 fois au Havre, mon gars. Je
Je suis allé 3 fois au Havre en voiture avec mon père. Est-ce que vous savez, c'est où le On a Havre? pris des hôtels et tout. Hein, Après le Havre, c'est l'Angleterre en fait. C'est ça. C'est clairement ça. C'est tellement loin. Ok. C'est une dinguerie parce que t'as plein de parents déjà qui accompagnent même pas. Exactement. C'est hyper important d'avoir un entourage. Franchement, pour moi, malheureusement, j'ai pas réussi à être pro. mais c'est hyper important quand tu veux réussir à atteindre un niveau d'avoir un entourage. C'est hyper important, que ce soit tes proches, ta famille ou tes potes, peu importe. C'est trop important. C'est sûr. Mais du coup, parce que là, du coup, tu dis, t'es pas arrivé à être pro, t'as pas réussi à être pro. Mais est-ce que dans ta tête, là, tu continues à avoir comme objectif de jouer pro? Honnêtement, j'ai toujours l'idée en tête. Maintenant, je sais qu'arriver à mon âge, c'est hyper compliqué, tu vois. Carrément, j'ai fait une vidéo sur des stats sur comment aller en NBA. Bon, je vais pas aller en NBA, tu vois. Mais quand tu remets ça sur des stats en professionnel par rapport à mon âge, c'est à peu près la même chose. Pourquoi j'ai une chance sur 100? Ça ressemblera à quoi? C'est quoi? C'est une chance sur 100, ouais, c'est ça? Pour aller en NBA? Ouais. Pour aller en NBA, c'est... Non, je veux dire, du coup, là, ton stade, par à ton rapport stade là? à mon stade actuel, ouais, c'est hyper compliqué. J'aurais pas les stats exactes, mais pour te dire, moi, je fais 1m78. Ok. Il y a peu de joueurs pro. Moi, quand je te parle de pro, c'est pro A, pro B, tu vois. Ouais. Les joueurs 1m78, il y en a, mais c'est souvent des ricains. Ouais. Je suis français. Même si je peux jouer un peu plus comme un ricain, on va dire, entre guillemets, je reste un joueur français. Donc déjà, ça me... C'est compliqué, on va dire. Ensuite, je suis pas très costaud. Donc souvent, c'est la raison pour laquelle les coachs ont peur de me prendre à un niveau dessus, c'est pour mon physique, tu vois. Ok. C'est parce qu'il faudrait que tu sois... Il faudrait que je sois tanké, tu vois. À ma taille, il faudrait que je sois tanké parce qu'ils Ok. ont un peu peur que je puisse pas tenir en défense ou quoi, ce qui est totalement compréhensible. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Mais ouais, il faudrait que je taffe mon physique et ça, je le sais, ça fait maintenant 3 ans qu'il faut que je taffe dessus, tu vois. J'habite en face d'une salle de musculation, il faut que je m'y mette. mais du coup, parce que toi, en fait, la N1 ou même la Nationale 2, parce que du coup, je vous explique rapidement, il y a Pro A, Pro B, Nationale 1, Nationale 2. Et en fait, Nationale 1, c'est quasiment, en fait, ça reste pro, en fait, tu vois. Ça reste pro, il y a beaucoup d'anciens Pro A, Pro B qui jouent en Nationale 1. Et du coup, toi, tu considères ça quand même comme un niveau professionnel et c'est un truc auquel tu aspires ou est-ce que tu dis, non, moi, c'est que Pro B, Pro A, c'est tout? Alors moi, honnêtement, je suis même plus dans le... J'ai envie d'être pro et je vais tout faire pour l'être. Maintenant, je vais pas forcer à, par exemple, si j'ai 1 minute en Pro B, je vais pas rester là-bas 50. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais chercher le niveau où je me sens bien et où je peux montrer ce que je sais faire. C'est ça. Donc si c'est N3, c'est N3. Si c'est N1, c'est N1. Si c'est Pro B ou Pro A, c'est ça, tu vois. Mais je vais pas essayer de forcer quelque chose pour au final être sur le banc parce que ça me servira à rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent ouais... moi, j'ai joué 1 minute pendant une saison avec les pros et je suis en pro. Bah non, mec. Tant que t'es pas rentré vraiment sur le terrain et que t'as pas taffé avec les pros, bah tu peux dire que t'as côtoyé, comme j'ai pu le dire, j'ai côtoyé le niveau pro, on va dire, mais j'ai pas été dans l'équipe. Donc, rapidement, est-ce que on peut parler de... parce que du coup, t'as côtoyé le niveau professionnel avec pas mal de clubs. Donc moi, je pense à l'AL Évreux parce qu'on était ensemble. Je pense à Aix-Maurienne. Aix-Maurienne, à Évreux, et après aux États-Unis, quand j'étais à New York, c'était pas du tout un niveau pro, mais j'ai joué avec des joueurs qui avaient largement le niveau pro. Il y a un joueur qui s'appelle Christopher Duarte qui joue à Sacramento là actuellement. Donc joueur NBA, voilà, avec lequel j'ai pu m'entraîner pas mal. J'ai pas forcément joué avec, mais je me suis surtout entraîné avec lui. Et très gros joueur. Mais c'est bien que tu parles des États-Unis parce que je vais te parler du départ. Parce que du coup, t'as fait. Attends, je voulais revenir sur un truc. Vas-y, dis-moi. Non, t'inquiète. Je voulais revenir sur. Parce qu'il fallait que je mette encore une mention au daron, tu vois. Parce que quand je parlais des centres de formation tout à l'heure, je voulais juste revenir sur le fait que pour toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à aller dans les centres. Comme tu disais tout à l'heure, genre ça fait loin. Bah, imagine que en fait, la seule chance que tu avais réellement, elle soit à Évreux, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou au bout de la France, genre à Blois ou je sais pas où. C'est ça. Tu vois. Et au final, tu n'y es pas allé, bah, tu auras la haine, tu vois. C'est ça. Donc moi, pour le coup, au final, j'avais fait tous les tests en centre de formation, j'ai été pris dans aucun. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, pour revenir à ta question, je vais aller là où je sais que j'aurai du temps de jeu et je vais aller jouer contre des adultes. C'est pour ça que je suis allé à Wassel. À Wassel. Waswas. Et parce que le coach André est une personne que j'adore et c'est la famille un peu, tu vois. Donc je savais que j'allais être bien, que j'allais me sentir bien là-bas, que j'allais pouvoir jouer mon jeu, que j'allais avoir du temps de jeu en plus. J'allais être dans les meilleures conditions. À mon âge, j'avais 17 ans, je jouais en prénat, c'était très bien, tu vois. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de me dire, bah, au final, alors, j'ai pas été pris en centre, mais peut-être que je le serai plus tard. Et c'était ma revanche au final quand je suis arrivé à Évreux, tu vois. Parce qu'en plus d'être arrivé, t'étais un joueur majeur en vrai. Bah, ouais. Et t'as eu ta chance pour jouer avec les pros. C'est ça, mais honnêtement, par rapport au fait d'être un joueur majeur, si j'avais été à 17 ans, j'aurais eu le même niveau, tu vois. Enfin, j'aurais pas eu le même niveau, mais je veux dire, j'aurais eu la même rage. Genre, je serais arrivé en mode de vas-y, je vais taffer, tu vois. Et mais parce qu'en fait, là, je réfléchis. Attends, il y a une question, mais je sais pas c'était quoi. Par rapport au State, tu voulais dire. Non, c'était pas par rapport au State, c'était par rapport à la France et par rapport au centre de formation. Ah oui, du coup, je voulais demander
C'est bien que tu dises. Parce qu'en fait, il y a plein de joueurs qui vont en centre de formation pour bencher, tu vois. Ouais. Pour dire j'ai été en centre de formation. Pour dire j'ai été en centre. J'en ai fait partie. On dit tout aujourd'hui. C'est la vérité. Je suis honnête. Elle est honnête. Mais en vrai, est-ce que. Pour les gens pour les joueurs qui te regardent et du coup qui consomment ton contenu, etc., qui veulent progresser, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que genre trouver un endroit où vous allez avoir du temps de jeu, c'est le meilleur conseil que tu peux donner, ou est-ce que y a des trucs qui viennent avant ça? Alors, le truc qui vient avant ça et qui est hyper dur à mettre en place et à savoir au final, c'est essayer de juger la relation que tu peux avoir avec le coach. Je pense que c'est hyper important. Parce que ça peut arriver que tu te trouves un bon endroit. Tu sens que tu peux avoir du temps de jeu, au final le coach il te fait bencher, mais tu le savais pas, tu t'en rendais pas compte, tu comptais pas forcément sur toi. Donc c'est déjà être sûr de l'intention du coach, même si c'est hyper dur à savoir, tu vois. Mais si tu peux avoir l'opportunité de bien t'entendre avec le coach, comme j'ai pu le faire au final avec Wassel, Wassel, j'ai fait une année super bien et je me sentais bien dans mon jeu. Et ça c'est hyper important pour progresser, de 1, parce que quand tu sens bien de ton jeu, tu es en confiance. Et quand tu es en confiance, logiquement, même si tu fais des erreurs, tu vas forcément montrer des bonnes choses de toi, tu vois. Et du coup, d'autres coachs pourront le voir, etc. Donc, c'est que bénéfique. Donc, c'est ça, en fait, je pense, le plus important, c'est de se sentir en confiance dans l'endroit où tu veux aller, tu vois. Pas forcément de dire, je dis n'importe quoi, tu as le niveau N3. Si tu vas en N1, mais que tu sens que tu peux pas avoir de temps, bah, essaye d'aller en N2, tu vois, et gagner du temps de jeu déjà. Mais tu vois, ça, au lieu de griller les étapes, tu vois. Mais c'est un truc d'ego, en fait. Tu vois, parce que... Enfin, le championnat où tu joues, j'ai l'impression que ça met un peu une carte sur le joueur que t'es. Et en fait, c'est... Le nombre de joueurs qui disent j'aurais pu jouer en pro, mais vas-y, je m'entraîne. Ou même, tu vois, je m'entraîne avec les pros, mais machin. Bah, franchement, c'est aussi une question d'ego, ça. Tu vois, genre, tu te dis, j'aurais pu être en pro, bah, pourquoi tu l'as pas fait, tu vois. Moi, le premier, au final, ça m'arrivait de dire, j'aurais pu jouer en pro, machin et tout. Bah, non. Non, j'aurais pu, si, mais ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, tu vois. En fait, il y a tellement de paramètres. C'est ça. Le sport, c'est chaud. Il y a pas que il y a le niveau, mais c'est pas tout. Il y a le mental, c'est hyper important. On en a parlé. Il y a l'opportunité, la chance, comme tu dis. Et il faut que tout ça soit réuni au même moment, tu vois. Il y a surtout le moment qui est hyper important. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais à une année près, t'as pas la même saison ou la même vie carrément. Il y a un joueur qui s'appelle Kyle Guy, je crois que c'est ça, qui était dans une équipe d'Euroleague. Et il était à peut-être 4-5 minutes de temps de jeu et il marquait 3 points, tu vois. Ce qui est pas dégueu, mais c'est pas dingue non plus, tu vois. Même peut-être moins, je crois qu'il était peut-être même à un point, ou je sais pas. Genre un point. Genre, il était pas bon, tu vois. On lui faisait pas confiance, tu vois. Il a changé d'endroit, de place, tu vois. Il allait dans un autre club et il joue 28 minutes et marque 25 points par match, tu vois. Et juste en un an, même quelques mois d'écart, c'est pas le mec, il a augmenté son niveau de x5. Hein, tu vois, il avait le même niveau, mais il était dans 2 endroits différents. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Et souvent, il y a même des coachs ou des joueurs qui jugent certains joueurs par rapport à ce qu'ils sont quand ils les voient là maintenant, à l'instant T, pas au potentiel qu'ils peuvent avoir dans leur équipe ou autre, tu vois. C'est sûr. Ça, c'est hyper frustrant aussi, je sais, pour beaucoup de joueurs, tu vois. Il y a énormément de joueurs qui se sentent un peu sous-estimés, tu vois. D'ailleurs, checker la marque, il y a un truc là-dessus. Un drop qui va sortir. Mais par rapport à ça, genre, je sais qu'il y a plein de joueurs qui sont sous-estimés et tout, et force à eux. Non, vraiment, c'est compliqué. Et moi, j'aimerais revenir sur un point, parce que Kyle Guy, c'est un joueur américain. Ouais. Et t'es passé par les États-Unis aussi. Pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, ouais. Pendant 2 ans. Donc, rapidement, on va parler des saisons plus. Parce que ton arrivée, je la résume rapidement où tu veux le faire. Ouais, je peux t'expliquer vite fait. Vas-y, ok. Si tu le sais très bien. Je sais très bien. Vas-y, je te laisse expliquer, vas-y, t'inquiète. Du coup, moi, j'étais déjà allé aux États-Unis pour refaire un petit machin. J'étais déjà allé aux États-Unis à 15 ans, mais juste pour découvrir un petit peu les States, tu vois. J'ai toujours voulu aller aux States dans ma vie, c'était vraiment un objectif. T'étais dans quel état? J'étais à Atlanta. Atlanta? Gang. Ok. C'est Trump. Trump. ATL, you know. Le mec, il est trop le gars. Non, c'est terrible. Non, j'étais à Atlanta et tout, mais dans une famille d'accueil, solo, genre, pendant 1 mois, 2 mois, je sais plus, solo, totalement solo, 15 ans, je parlais pas un mot d'anglais. Ma mère, elle m'a acheté là-bas, elle a dit, tu prends tes valises, tu vas. Tu vois. Super cadeau en soi, tu vois. C'est trop content. Incroyable. Et du coup, j'avais déjà un peu kiffé un peu les States. T'es allé dans des strip clubs? Yes. Non, on n'était pas encore à Vegas à ce moment-là. non, mais ouais, je suis allé à ATL du coup à 15 ans, j'ai vu du basket, j'ai kiffé. Et je me suis dit, je suis un fan d'Allen Iverson et du basket américain depuis que je suis petit. J'ai testé un peu, j'ai goûté les States. Bah vas-y, je vais essayer d'aller jouer là-bas, tu vois. Donc, vient le moment où, pour rebondir aussi là-dessus, j'ai fait les tests en centre de formation, etc. À ce moment-là, je parlais à un agent qui s'appelle aussi. Parce que du coup, ça, c'était avant d'aller au States. C'était avant d'aller au States. Ouais, okay. je parlais à un agent du coup qui s'appelait aussi.
qui devait m'aider du coup à trouver un club là-bas. Fin de Wassel. C'était après la Fin de Wassel, ouais. Et là, on est sur. Fin de Wassel, 18 ans, ouais. Ok. Et donc, je dois trouver un club au State, c'est l'objectif. Let's go, on fait ça, etc. On arrive à trouver le club qui s'appelle Redemption Christian Academy, donc RCA. À New York. À New York. Ils ont un campus du coup à Boston, à New York. C'est-à-dire que la semaine, on était sur Boston, dans un campus, mon gars. Explique les trucs. En fait, il y a trop d'anecdotes là-dessus, il y a trop de trucs à raconter. Est-ce qu'on musical un peu ou rien à voir? Rien à voir. Tu vois les films trailers un peu dans les forêts sombres avec des ours là, c'est ça. Ah ouais. Le fin fond des États-Unis, mon gars. L'Amérique, tu vois. Vraiment l'Amérique. C'est ça. Non, avec les rednecks et tout. C'était pas ça. Non, après, je pense qu'il y en a là-bas. C'est pas ça, mais t'inquiète, j'ai d'autres anecdotes là-dessus. Mais du coup, j'arrive à. Il y avait campus, du coup, la semaine, on était à Boston et le week-end à New York. Donc, il y avait un petit changement quand même, tu vois. Et donc, voilà, première année, je l'ai fait à Redemption Christian Academy et la deuxième année au State, je l'ai fait à Combine Academy à Atlanta, en Caroline du Nord. Ok. Et est-ce que rapidement tu peux nous parler de tes saisons aux États-Unis et, les grosses différences entre le basket américain et le basket français? Ouais. Alors, par rapport au basket américain, ça va. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'athlètes là-bas. Ouais. Après, là, je vois pas mal de jeunes hyper athlétiques en France aussi. Tu vois, j'ai l'impression que ça se rééquilibre beaucoup. Tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'ils sont nombreux en fait aux États-Unis. Ils sont tellement. En fait, ils sont trop. C'est un continent en fait. Athlétique, c'est dans quel sens? Dans le sens où ça court plus vite, ça saute plus haut. Ça se fatigue pas. Ça se fatigue pas, c'est ça. C'est sous Gatorade toute la journée. C'est ça en fait. Ça se fatigue pas. Ouais, genre en fait, physiquement, c'est un autre niveau. Tu vois. On a des joueurs comme ça en France, on en a plusieurs, mais c'est pas sûr. Tout le monde. Là-bas, c'est tout le monde. Tu vois. Genre, ils sont entraînés comme ça tout le temps. En même temps, ils s'entraînent beaucoup plus que nous. Moi, quand j'étais, je m'entraînais 2 à 3 fois par jour, voire 4 des fois. Tu vois. Donc tu te demandes comment tu trouves 4 créneaux dans une journée. Tu vois, comment c'est possible, tu vois. En fait, c'est ça. Et mais du coup, la plus grosse différence, c'est ça. Après, je trouve que, par exemple, sur l'aspect... ils sont aussi plus forts que nous sur l'aspect mental. Tu vois, le terme « him », genre lui, c'est tous « him ». Ils sont tous « him », tu vois. Ils sont tous comme le meilleur joueur au monde, tu vois. En fait, quand vous allez là-bas, il n'y a pas de place pour l'humilité, en fait. Genre, moi, tu peux pas être... C'est impossible. Genre, tu peux pas... y arriver. Tu peux pas être humble, mec. Genre, il faut... Et en fait, et même eux, ils te le disent, genre en mode, si je pense pas comme ça, je peux pas y arriver, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Faut savoir que, je dis n'importe quoi, il y a une équipe de 12 joueurs, et toi, tu dois te faire ta place. C'est un peu ça, en fait, tu vois. Parce que toi, t'es pas américain, t'es français. En plus, dans mon cas, j'étais petit maigre. Ils se disent, c'est qui lui? Tu vois, un peu comme t'as vu à Évreux. Tu vois, ce que là, c'est pire. J'ai des gogottes de 3 mètres là qui sont sur mes côtes, tu vois. Et ils sont en mode, qu'est-ce qu'il veut le petit français? Il parle pas un mot d'anglais. Et c'est quoi son problème, tu vois? Et du coup, c'est soit tu leur montres que t'es le mec de la situation, soit tu te fais graille, en fait, tu vois. Et honnêtement, j'ai mis du temps à. J'ai bien géré le truc, mais en y repensant, j'ai mis du temps à m'intégrer, à montrer tout ce que je savais faire. Tu vois. Et d'ailleurs, je pense même pas forcément l'avoir fait entièrement sur mes 2 années. Mais au début, c'est compliqué. Je me souviens, j'arrive à Redemption Christian Academy. J'arrive, on va dire, vendredi. Samedi matin, je m'entraîne avec l'équipe directe. Tu vois. C'est ça. Je connaissais personne. J'arrive dans le campus. En plus, ce qui est trop bien, c'est que ma famille était venue avec moi. Donc j'ai eu cette chance. Ils m'ont accompagné dans le processus, on va dire. Jusqu'à New York. Mais ils ont fait combien de temps avec toi? Non, ils ont fait quelques jours. Ok, mais c'est nice, hein. Mais c'était vraiment top, tu vois. Et parce qu'en fait, je suis allé dans un campus où j'étais de base le seul français. C'est-à-dire qu'il y avait que moi qui parlais français et personne d'autre, tu vois. C'était vraiment la jungle, tu vois. C'est genre en plus, carrément, j'étais à un point où je suis là-bas et les surveillantes et les dames qui s'occupaient du truc se foutaient limite de mon français, de mon anglais, tu vois. Genre, c'était même pas les gars et tout, c'était les meufs de l'accueil qui se foutaient de ma gueule, tu vois. Pas d'ici. C'est trop ça. C'est grave. Mais quand t'as 18 ans et tout, 18 ans ça va, mais je veux dire. C'est des adultes, genre. Voilà, c'est ça en plus. T'es loin de ta famille et tout, vas-y. Et là où c'était très dur pour moi, c'est que. Enfin, très dur pour moi. C'était pas si dur parce que, je vais pas te mentir, mentalement, je suis assez stable et tout sur ce que je fais. Et je savais pourquoi j'étais là-bas. Mais je suis arrivé dans une école chrétienne, donc ça me dérange pas, c'est très bien. Mais du coup, il y avait beaucoup de règles très précises. En gros, c'était déjà, pour moi qui suis français, t'as pas le droit au téléphone, sauf le soir. Sauf que le soir,
c'est pas le soir en France. Donc ça me sert à rien, tu vois. C'est vrai. Et il voulait pas changer les règles. Il ne voulait pas changer les règles. Ça veut dire pour toi, tu pouvais. En gros, je ne touchais pas à mon téléphone tant qu'il n'était pas à 20h et que j'avais pas fini toute ma journée, tu vois. Sauf que 20h, il est quoi? Il est 6h du matin en France. Ah ouais, c'est ça. Ça veut dire du coup, tu pouvais contacter personne. Il y a des fois où j'appelais pas mes parents, genre pendant longtemps, tu vois. Donc je les textais ou par moment je récupérais mon téléphone de manière assez. Voilà. Désolé, madame. Désolé, mais ça. Il y avait aussi. On avait des choses obligatoires, c'est-à-dire qu'on devait s'entraider. Et c'était trop bien parce qu'en fait, on se sentait tous. En fait, on venait tous de milieux différents parmi les joueurs. Il y avait des mecs de République dominicaine. Christopher Duarte, le joueur NBA, il vient de là-bas. Il y en avait 4-5. Il y avait beaucoup de Jamaïcains, des potes à moi trop cool en plus, des Jamaïcains, trop bonne ambiance et tout, tu vois. Trop d'art. Il y avait des Américains, il y avait il y avait une Italienne. Enfin, il y avait un peu de des personnes qui venaient un peu de partout et de milieux différents. Et on était tous coincés un peu dans le même truc, tu vois, des règles strictes, tu vois. Donc on avait un peu une grande famille, mais avec des personnes de différents milieux, c'était trop bien. Et il y avait des trucs un peu obligatoires, genre on devait aller vendre des gâteaux au rhum. Des gâteaux au rhum? Des gâteaux au rhum dans des malls, tu vois, dans les grands centres de formation. Est-ce que déjà c'est bon un gâteau au rhum déjà? C'est d'art. C'est bon. En fait, j'étais obligé d'en manger parce qu'il y avait de la vie avec ça. Non, je rigole. Mais après, il y avait des gâteaux au rhum et on devait aller les vendre, ça faisait partie de nos tâches obligatoires un peu, tu vois. Pour nous déconnecter un peu du basket qu'on faisait toute la journée, tu vois. Et c'était un moment trop bien. Et surtout venant d'un... Enfin, tu sais, quand t'as 18 ans, qu'on t'envoie au state et qu'on te dit, va vendre des gâteaux au rhum dans un centre commercial tout seul, tu te dis, je suis dans la merde, tu vois. Il va falloir que j'apprenne l'anglais ou que je me débrouille, tu vois. Et donc à ce moment-là, ça te fait passer des caps mentaux, tu vois. Genre, tu te dis, là, je suis au milieu de, je sais pas, 10 000 personnes dans un centre commercial, il faut que je vende le plus de gâteaux possible. Faut pas que je sois timide, genre. Impossible. Voilà, tu veux pas être timide. Mais en même temps, t'es avec ton pote derrière toi, parce que tu te fais des potes dans ces conditions-là, t'es obligé de te faire des potes, tu vois. T'es coincé dans la même merde. Quand vous vivez des scénarios comme ça, c'est obligé. C'est ça. Au final, ça chopait des numéros des filles, mais on voulait vendre des gâteaux, tu vois. Mais c'était trop bien. Pas compris la tâche. Ouais, c'était pas la bonne tâche, tu vois. Non, carrément, en plus, il y en a, ils mangeaient les gâteaux et tout. Laisse tomber, oui. Il y en a qui récupéraient les thunes. Les thunes des gâteaux, ils les gardaient. Ah, laisse tomber. Ouais, c'était terrible. Non, c'était l'anarchie un peu. Mais c'est ça. En vrai, quand tu laisses des gens de 18 ans. C'est ça. En fait, le mall, j'ai l'impression que le mall aux États-Unis, c'est une activité. Hein. C'est genre, on va au mall. Ouais, c'est vraiment une activité. C'est ça, c'est comme aller au ski ou tu vois, tu vas au mall. Non, mais pour revenir un peu sans rigoler à ce truc-là, c'était trop cool parce qu'on était dans des conditions très dures, mais tous différents et on s'est trop réunis sur certaines choses. Il y avait un truc, par exemple, une tâche que je devais faire qui était hardcore. Genre, tu vas te dire là, Under Your Game, ils faisaient les poubelles. Genre, en gros, on devait faire les poubelles chaque jour, tous les jours. Okay. Et en fait, on était dans les gros trucks là, américains, comme tu peux voir. J'étais avec mon pote Alton, jamaïcain, et ça chantait et tout. Lui, il chantait et tout, avec sa vibe et tout. On récupérait les poubelles comme des clochards, mon gars, à 22h du soir après l'entraînement. Mais c'était des trucs où tu te dis, mais jamais en France, on me demande de faire ça, mais j'insulte le coach, tu vois. C'est ça en vrai, tu vois. Récupérer les poubelles, de quoi tu me parles? Ouais, va récupérer toi les poubelles. Tu vois, c'était un peu ça. Alors que c'était en mode, si c'est pour le bien du groupe, on y va, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, c'était de l'entraide sur plein d'aspects. Et c'était ouf. Genre, mentalement, c'était incroyable. Genre, c'était une expérience, tu vois. C'était genre, limite, un voyage, un voyage pour se reconcentrer sur toi-même et tout. C'était incroyable. Parce que le basket, du coup, c'était les valeurs que t'as apprises là-bas qui étaient fortes, en fait. Ouais, c'est ça. Limite, c'était plus important encore que le basket, tu vois. À ce moment-là, c'était ouf. C'était très, très dur. Et je voudrais pas le refaire une deuxième fois, par exemple, tu vois. Je l'ai fait une fois très bien. Mais cette année, je pense, j'ai appris en un an plus que j'ai jamais appris dans ma vie. Tu vois. Cette année, c'était incroyable. En plus, j'étais seul, loin de ma famille à ce moment-là. Donc, tu te poses des questions sur plein de trucs de la vie et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est un nouvel environnement, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est fou. Je sais même pas comment expliquer, mais il y a plein de trucs de fou qui sont passés cette année-là. Et en plus, là, du coup, tu nous as parlé de ton année à Redemption. Et, enfin, tu nous as parlé des règles, etc., de ce que tu as vécu là-bas. Ouais. Mais tu es allé un peu vite sur comment tu es venu aux États-Unis. Ouais. Donc, tu nous as dit que tu étais avec un agent. Et qui t'avait connecté, du coup, t'avais fait des tournois aux US. Exactement. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ces tournois qui sont très importants. Dis-moi. Oui, c'est très important, mais ces tournois n'avaient aucun rapport avec l'agent. C'est-à-dire que l'agent avait déjà trouvé ce club, cette équipe de base. Ah, ok, d'accord. Et moi, en plus, je suis allé faire des tournois pour augmenter mes chances. C'est-à-dire, en fait, t'étais déjà pris, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Mais j'ai su que j'étais pris juste avant de partir. Enfin, même pendant le voyage, je sais plus, mais juste avant de partir au States en AAU, donc en tournoi d'été. À Las Vegas, j'ai su que j'étais pris là-bas. Tu vois. Okay. Donc je suis un peu parti serein. Ok, ouais, c'est vrai. En fait, parce que du coup, je vous explique rapidement les AU. C'est des tournois pendant les vacances. C'est ça, hein? Ouais, c'est vacances d'été, on va dire. Pendant les vacances d'été. Et en fait, c'est tous les joueurs du pays
qui s'affrontent, mais c'est pas dans des clubs en fait, c'est des équipes qui sont indépendantes et qui sont créées pour ça en fait. Qui sont créées pour l'été. En fait, il y a vraiment une ligue d'été, faut dire qu'il y a une ligue d'été. C'est exactement ça. Et les gens se battent pour avoir leur place dans soit des universités, soit des gros lycées. C'est ça, non ? C'est exactement ça. Donc voilà, là, tu as participé à une AU. Voilà, j'ai participé au tournoi AU, donc c'est comme tu dis, tout ce qui se passe l'été en gros. Ouais. J'ai fait les tournois d'AU avec la Team Skywalker. Donc qu'est-ce que c'est que la Team Skywalker ? C'est donc Seb Sako, c'est un coach de basket qui a créé une équipe de basket avec 12 joueurs français, en gros. Ça se fait à Paris, tu t'entraînes, etc. pour rejoindre l'équipe, pour être pris. Et une fois que tu es pris, les 12 joueurs vont s'entraîner aux États-Unis et vont affronter les meilleurs AU, les meilleures équipes AU des États-Unis. Okay. Donc c'était assez incroyable. Ouais. J'ai pu le faire d'ailleurs avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Gaëtan cette année-là. Et c'était juste fou quoi. En gros, je sais pas, t'as 18 ans et on te dit bah écoute, tu vas à Las Vegas dans une villa et demain tu vas jouer contre l'équipe de Chris Paul. Bon, pourquoi pas. Let's go, tu vois. Et vous étiez à Las Vegas ? D'ailleurs, à Las Vegas. T'en as pensé quoi de Las Vegas, toi ? T'en as pensé quoi, ça ? Alors, moi, j'avais pas l'âge, j'ai pas 20 ans, donc je peux pas faire tout ce qu'on peut faire à Las Vegas, tu vois. Mais on s'est quand même faufilé dans 2-3 trucs, quand même, tu vois, quand on pouvait. Ouais. D'ailleurs, on s'est bien fait sanctionner pour certaines choses. Mais les aventuriers. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais non, c'était Las Vegas, c'est pas, je vivrai jamais là-bas. C'est impossible. En fait, quand t'arrives, c'est une ville fictive. C'est le désert, en fait. Ça n'existe pas. Tu ouvres les yeux, tu vois Las Vegas, tu les fermes, tu vois plus. Ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est n'importe quoi. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas d'argent. Enfin, on n'a pas d'argent. C'est ça, pour être à Vegas. Je pense, ouais, t'es millionnaire, t'es à Vegas, tu kiffes. Tu kiffes. Mais sinon, tu sais que tu perds ton cash en plus. Non, c'est impossible. Mais du coup, les tournois AU, donc vous étiez dans un cadre où vous étiez en villa, en tournoi AU, à Las Vegas. Exactement. Les meilleurs joueurs américains. C'est ça. Donc, on a tous comme but de trouver un club en plus, tu vois. Et vous êtes une équipe de full français, hein ? On est une équipe de full français qui se connaissent pas forcément en plus, tu vois. Moi, je connaissais Gaëtan parce que c'était mon pote. Ouais. Et c'est mon père qui l'a coaché aussi, pour revenir là-dessus. Et ouais, genre, je connaissais pas les mecs de l'équipe. Donc, il y avait Vincent, qui joue maintenant en pro, qui était avec nous. Il y a pas mal de joueurs qui, au final, sont allés au State, où on jouait un petit peu en pro à ce genre de niveau et tout. Donc, on avait une bonne équipe quand même, tu vois. Mais ouais, du coup, on a fait... en fait, on avait un planning que quand tu regardes le planning, tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois. Genre, en gros, on avait un planning en mode... Match à 8h. Mais même pas, c'était genre... Attends, tu parles des trainings ou tu parles des matchs les matchs de AU ? Gros, les noms sur le planning, c'était Team Chris Paul, Team machin. Tu vois, tu voyais des noms, tu te disais, mais on joue contre eux, là, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, on arrive du coup dans le tournoi, c'était le Bigfoot Hoops, parce que du coup, les AU, c'est plein de tournois à travers les États-Unis, mais le plus gros, c'est le Bigfoot Hoops Tournament, tu vois. Enfin, c'est l'un des plus gros. Il y en a un autre, c'est le Fab 48, ou un truc comme ça, je sais plus. Après, c'est quoi les EYBL et tout ? C'est des circuits, en fait. Ouais, c'est des circuits. Bah, les EYBL, c'est des équipes qui sont certifiées un peu EYBL, il me semble, je suis pas sûr de ça. Et du coup, sur leur maillot, c'est marqué EYBL. Ils jouent aussi contre des équipes du Bigfoot Hoops, par exemple, il y en avait là-bas des équipes. Ok. Donc, c'est le Bigfoot Hoops, ce que t'as. C'est le plus gros tournoi. C'est le truc où il faut y être, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui étaient. Il y avait, moi, l'année où je suis allé, ils n'étaient pas, mais il y avait LeBron James dans les gradins. Enfin, tu vois, c'est un gros. Tout le monde y est. C'est le gros truc. C'est le gros truc. Et quand t'es un petit Français que t'es jamais allé jouer au States, vraiment, tu vois, et que tu tapes à des bouts bien forts, tu comprends, tu vois. Tu comprends ce qu'il faut faire et tout. Et c'était quoi ton welcome to the AU moment, genre en mode le moment où tu t'es dit c'est. Je sais plus contre qui on jouait, mais on s'est pris une branlée, mon gars. Désolé, tu biperas. Mais je pense qu'on s'est pris on était à moins 30, moins 40 facile. Et sur un match AU, les matchs AU sont très courts. Donc c'est 40 ressenti moins 80, tu vois. Ça fait mal, tu vois. Et je sais pas, genre, on n'y arrive pas. Tu vois, on se dépasse et tout, on marque pas. Et surtout, le moment où je me suis dit, là, je suis au State et là, je joue une vraie équipe, c'est quand tu vois que t'arrives sur le terrain, t'as pas un mec en dessous de 2 mètres. C'est tous des mecs fins, mais ultra athlétiques de fou. Et en fait, tu commences le match, le mec il se fait une claquette contre la planche, Thomas. Ouais, c'est ça en fait. Je dis, non, en fait, non, merci. Je vais rentrer chez moi, ça va aller, tout va bien se passer. J'allais voir mes parents, ça va aller, tu vois. Non, c'était un peu le moment où je me suis dit, le niveau là, c'est autre chose, tu vois. Mais t'as réussi à t'adapter quand même. Alors. Enfin, sur la période du tournoi. En fait, la période du tournoi, c'était très court, tu vois. Mais j'ai réussi à m'adapter après, vers la fin, on va dire. Mais c'est hyper compliqué sur une aussi petite période de t'adapter aux jeux américains, c'est impossible. Il faut honnêtement, je pense qu'il faut au moins 5 mois pour t'adapter aux jeux américains. Parce que eux, ça fait des années qu'ils s'entraînent comme ça, qu'ils jouent comme ça. Tout va plus vite et nous on est habitués au système, etc. Ils s'en battent les couilles. Tu vas tout droit, tu vas à Tomar, si tu peux, tu y vas. Tu vois. Tu peux mettre 80 points tout seul, tu le fais. On est content dans ta tête. C'est ça. Il n'y a pas de restrictions, tu vois. Enfin, il y a des restrictions, mais si tu mets, en tout cas, on va rien te dire.
Et du coup, c'était un peu dur de s'adapter. Et en plus de ça, tu sais, t'arrives avec un nouveau coach que tu connais pas, des joueurs que tu connais pas, tu sais pas trop ta place dans l'équipe. C'est trop d'informations d'un coup. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux le faire plusieurs fois. Mais après, bon, c'est payant. Donc c'est un coût aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, c'était une expérience de fou. Déjà, t'arrives sur le terrain, le parquet. Nous, on n'a pas joué sur ce parquet-là. Il y avait un parquet de Jordan full noir. Avec les arceaux en argent, en chrome. Je vois c'est lequel. Dinguerie, genre, tu vois le truc, tu dis, c'est là en fait. Ah ouais, stylé. Et il y avait coach Calipari qui passe dans la salle. Coach Calipari, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coach de Kentucky, non? Kentucky, ouais. Ouais, c'est Kentucky, une grosse fac américaine. Genre, t'es en train de jouer, tu vois ce mec, tu te dis, c'est quoi ce bordel? C'est un mec que tu vois que à la télé, normalement, en fait. Ou genre, tu regardes, c'est ça. Et quand tu vois, tu te dis, mais c'est vraiment lui ou c'est un faux? C'est ça, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des mecs qui viennent pour recruter des joueurs, en fait. C'est ça, ils viennent vraiment pour ça, en fait. J'ai pas dit le truc le plus important, c'est que tu joues et t'as 300 coachs qui te regardent, en fait. C'est hyper. Ça peut être stressant aussi, tu vois. Surtout quand tu te dis, putain, je suis un petit Français et je viens là pour ça. Et c'est maintenant, et c'est pas après, parce que si tu loupes le match, c'est fini, tu vois, ils vont plus te voir. C'est ça. C'est stressant, ouais. Et les You, en plus, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est pas dit qu'il y a Calipari qui revient dans le stade, tu vois. C'est pas dit qu'il y a Calipari qui revienne, c'est pas dit que tu sois repris dans l'équipe, c'est pas dit que tu refasses un tournoi. En gros, c'était la chance, il fallait saisir la chance maintenant. Si tu le fais pas, retour en France, c'est bonne chance, mon gars, tu vois. Mais du coup, t'as su. T'es déjà pris, mais du coup, Du coup, j'ai réussi à. Non, en vrai, j'ai pas. Moi, Seb, ce qu'il m'avait dit, c'est que la même équipe était intéressée. Ouais. Donc, je sais pas d'où il a eu l'info, tu vois, mais en gros, il m'a dit, bon, cette équipe est intéressée par toi. Donc, l'équipe dans laquelle je suis allé au final. Ouais. Mais il m'avait pas forcément. Je me souviens plus. Je crois qu'il m'avait parlé de peut-être 2 autres équipes, mais c'était pas incroyable. Parce qu'en vrai, c'est parce que c'était pas des bourses aussi intéressantes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est séparé en... Enfin, c'est pas séparé en deux, mais en fait, il y a des... Quand une fac est intéressée par vous, il y a ce qu'on appelle un interest. C'est-à-dire, en fait, la fac, il va dire, je suis intéressé par ce joueur. Et ça compte. Hein. Il y a un mec qui... C'est une stat, en fait. C'est-à-dire, les mecs qui disent, j'ai 20 interests d'université. Et il y a des offres. C'est vraiment, on te fait une offre, on te dit, on veut que tu viennes jouer. Et après... C'est ça, exactement. Exactement ça. Et c'est pas du tout pareil. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des intérêts. Et au final, ils ont des offres un peu éclatées. Mais bon, tu vois leur page Instagram avec 10 000 photos des clubs intéressés, tu vois. Mais bon. Ouais, voilà. C'est un sujet épineux, on peut en parler. C'est ça. Mais du coup, on est vite passé à l'AAU. Mais avant ça, il y avait une préparation. Et avant d'aller aux États-Unis, elle était conséquente. Il y a eu une préparation avant, il y a une préparation pendant. Même pendant les AAU, vous avez. Parce que les AAU, c'est quoi? C'est plusieurs matchs dans la journée? Alors là, pareil, j'ai du mal à me souvenir, mais on a fait. On a fait plusieurs matchs dans la journée, on a fait beaucoup de matchs. Tu vois, il y a des jours où il me semble on jouait 2 fois dans la journée. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était ça, et on s'entraînait en plus. Ok, ça veut dire entraînement plus de matchs dans la journée? On s'entraînait pendant la semaine. Ouais. J'interromps rapidement le podcast pour vous encourager à laisser un commentaire, d'accord? C'est le premier épisode, et je compte vraiment sur vos retours pour améliorer le podcast au fur et à mesure, et que chaque épisode soit meilleur que le précédent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas de remarques, au minimum, laissez le nom d'une personne que vous souhaitez voir lors d'un prochain épisode. Il y a 2 petites conditions. Il faut que la personne que vous citez soit ou dans le monde du sport, ou dans le monde de l'entertainment. Quand je dis entertainment, c'est création de contenu, etc. Et si elle fait partie de ces 2 mondes en même temps, c'est encore mieux. Comme Mathis, par exemple. Et si, comment vous êtes passionné de sport et de création de contenu, rejoignez-moi sur LinkedIn, d'accord? J'explore ces 2 sujets plus en détail, plusieurs fois par semaine. Et rejoignez-moi sur Insta, partagez les réels du podcast. J'en ai fait pas mal, là, en ce moment. Qu'on monte un peu le nombre d'abonnés, parce que je pense que là, on est à 800. Ce serait bien qu'on passe la barre des 1000 après cet épisode. Donc voilà, je compte sur vous. Rejoignez-moi sur Instagram, sur LinkedIn. Et voilà. Retour au podcast. Ouais. T'as une petite anecdote d'un entraînement qui t'a marqué? Ouais, j'ai une petite anecdote qui est assez sympa. En gros, on était du coup à Las Vegas. Je sais pas, il faisait 38 degrés, je pense, à ce moment-là. 40 même peut-être, je sais pas, ressenti 40 facile, tu vois. Et on était dans des villas, on était jeunes. Il y avait beaucoup plus jeunes que moi d'ailleurs. Il n'y avait pas forcément des personnes de 18 ans. Il y avait d'autres équipes avec des plus jeunes, je crois des jeunes de 14 ans même. Parce qu'il y a des moins de... Enfin, c'est divisé en catégories, il y a des moins de 15, moins de 18, ouais, exactement, moins de 17, c'est ça. On était tous à peu près dans les mêmes maisons, tu vois. Ouais. Mais enfin, on avait plusieurs maisons. Et à ce moment-là, t'es jeune, t'es au bout du monde. Ouais. Je me dis, bon, je vais pas forcément ranger ma chambre, tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois. Tu t'en fous un petit peu, tu vois. Parce que au final, les coachs ont pris comme un manque de respect et c'est totalement logique, tu vois, parce que ça se fait pas. Et il y a certaines personnes qui ont dépassé les bornes, etc. Et on devait aller au Nike Factory. Le Nike Factory? Enfin, un Nike Factory, pardon, au Nike, un magasin Nike. En fait, Seb nous a dit, demain, on reçoit des gifts de Nike, ou je sais plus, on va acheter des trucs Nike, ou on avait un truc avec Nike, un truc qu'on allait kiffer, tu vois. Et on se lève et tout.
prêt, tu vois. Ah, let's go, on va chercher notre truc. Vraiment, les ricains, tu vois, on est devenus ricains à ce moment-là, tu vois. On sort sac à dos comme ça, un peu, tu vois, on marche à l'arrache. Donc, tata, il y en a, ils sont sortis en short, machin, short de bain, je sais pas. Enfin, on n'était pas habillés pour quelque chose de sportif, tu vois. Et à ce moment-là, il nous dit, ouais, les gars, mettez-vous en ligne, là. Vous croyez que c'est comme ça, en fait. On vous ramène à Las Vegas si vous vous foutez de nous, tu vois. On était en mode, on a eu chaud, tu vois. Parce qu'on avait déjà eu des échos. Genre. Avant d'aller à Las Vegas, il y avait des entraînements à Paris, etc. Ouais. Et je me souviens, j'avais fait un entraînement, j'avais souffert. Tu vois, quand tu t'entraînes avec Seb, tu souffres. Tu vois, tu sais que tu t'entraînes. Tu vois. Je me souviens, j'avais vomi et tout. Je sais plus, j'étais tombé dans les pommes, limite. J'étais vraiment dans le mal, tu vois. Donc je savais déjà que si Seb était pas content, ça allait pas être bon, tu vois. Et à ce moment-là, il était pas content. On était en ligne, mon gars. Et il a dit, vous voulez faire les malins et tout. Ok. On était garés en fait, nos maisons étaient en face d'une longue ligne droite, tu vois. Ouais. Du goudron. Une route interminable. Tu vois, mais vraiment, quand tu la regardes, la route, tu te dis non, je vais pas aller jusqu'au bout. La route 66, genre. Ouais, c'est ça. La route 66 sous 40 degrés. Et là, il nous met en ligne, genre au bout du parking, du coup, tu vois, c'était un parking en soi. Et il nous dit, bon, bah, allez, on va commencer à courir, les gars. Il y en a, ils étaient en claquettes. Ah ouais. Il y en a qui étaient en. Je crois même au début, il y en a, ils étaient en chaussettes, tu vois. Ils n'avaient pas de chaussures. Ils n'avaient pas de vraies chaussures, tu vois. Moi, j'avais des chaussures, il me semble. Ouais. Et ouais, j'avais des chaussures. Et j'ai eu un ressenti incroyable que j'avais jamais senti avec des chaussures. Je pensais même pas que c'était possible, je te le dirai après. Et il y en avait qui étaient torse nu. Enfin, vraiment, on n'était pas aptes à courir, tu vois. Ouais. Il nous a dit, bon, les gars, allez, faites des allers-retours et tout. On fait des allers-retours, on s'arrête pas. Ah, claquette, ça doit être. Claquer, en fait, t'es pas prêt mentalement, tu te dis pas que tu vas t'entraîner, donc déjà, t'as un choc mental de base, tu vois. Et en plus, tu cours, mais tu te sens pas bien, parce que t'es en claquette et tout, c'est comme de la merde, tu dois courir vite. Non, c'est pas possible. On est tous entre nous en train de dire, non, c'est pas possible, les gars, on aurait jamais dû faire ça, machin. Donc déjà, on regrette au premier aller-retour, tu vois. Après, au bout de, je sais pas, 15 minutes, je sais plus, on s'arrête. Il nous dit, ouais, mettez-vous en position de pompe. Sauf que là, t'es en position de pompe, mon pote. T'as les mains sur le goudron chaud. Donc le goudron chaud, il te brûle les mains. Tu fais des pompes. Ouais. Là, tu comprends Las Vegas. Tu vois, tu dis, je vais plus jamais revenir là. Et après les pompes, on recommence les allers-retours et tout. On a fait ça pendant je sais pas combien de temps. Le ressenti était interminable. Genre plus d'une heure, genre. Ouais, je pense. Ah ouais. Je pense. Franchement, une heure, je sais pas. Je pense. Parce que le ressenti, c'était en mode... C'est ça l'enfer. Ouais. Tu vois, genre en mode, oh non, il fait chaud, ça brûle. En fait, je cours. Le pire, c'est genre en mode, le fait de pas savoir quand ça va se terminer. Ouais. Et ça, c'est. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on savait que Seb, c'est un super coach et tout. On savait qu'il pouvait nous pousser hors de nos limites, tu vois. Et on l'avait déjà vécu, tu vois. Et on voulait pas le refaire, tu vois. Et là, on sentait que ça allait le faire, tu vois. On allait souffrir. Donc, on était en mode, non, c'est pas possible et tout. Et à un moment, au bout de tout ça, on s'arrête. Et là, je me souviens avec Gaëtan, on se regarde et tout. On se dit, c'est enfin essoufflé. On avait des brûlures moi j'avais des brûlures sur les mains et tout. Il y a des gars pareil sur les le ressenti chaussures, je l'ai pas dit. J'avais des chaussures de basket quand même, donc c'est censé être bien pour tes pieds, tu vois. Mais je sentais l'odeur du goudron, je sais pas comment c'était possible. Mais en plus de ça, je sentais genre mes pieds brûler un peu, tu vois, dans mes chaussures. Je sentais que c'était brûlant. Genre, tu sais que là, c'est un autre genre chaussettes noires limite, tu vois, ça transperçait la chaussure. Je suis genre le goudron chaud, c'est un délire comment ça peut s'imprégner, genre c'était abusé. Ça c'est terrible. Je sais qu'un jour au State, pareil, on avait un coach pareil qui était... En fait, il aimait trop nous faire courir. Je pense qu'on préparait les championnats du monde d'athlétisme. C'est terrible. Genre, et à un moment, on a couru, genre, je pense... Genre sans fin en fait. C'était genre juste. On faisait quoi? On faisait genre un aller-retour. Lui il veuille que ça se termine. Jusqu'à ce que lui il veuille. On fait genre un aller, ensuite un aller-retour, ensuite un aller-3, tu vois. Oh non. Et genre on monte et après on redescend, tu vois. Ah ouais, non, on a fait ça pendant des heures et en fait, je crampais et genre je continue à courir. Parce qu'en fait, la peur de ce qui va se passer si tu t'arrêtes, tu vois, elle est terrible. Tu sais que tu vas prendre une big sanction. Et même tu sais pas si tu vas pouvoir recourir après parce que t'es trop fatigué. Là c'est trop ça, vaut mieux pas s'arrêter dans ce moment-là. Le mieux dans ces moments-là, c'est de s'évanouir. En vrai, ouais, en moi l'excuse elle est là, tu vois. Tu peux plus recommencer. Si tu recommences après l'évanouissement, c'est vraiment que t'es chaud ou que le coach est fou, tu vois. Là il y a un truc. Mais en fait, ça a débloqué un truc dans ta tête, non? J'imagine. Mentalement, je me suis. En vrai, depuis ce moment-là. C'était à Évreux, je sais pas si tu te souviens, je disais, mais moi, quand il y a des entraînements qui étaient durs à Évreux, je me disais, mais non, par rapport à ce que j'ai fait, c'était rien, tu vois. Parce que j'avais fait ça, tu vois. Donc ça, c'était vraiment la ref de mon entraînement, je pense, le plus dur entraînement que j'ai fait. Au final, c'était même pas du basket, c'était vraiment de la course, tu vois. Mais c'était mental de fou. Et mentalement, je sais pas, c'est un cap à ce moment-là, je me suis dit, bon, mon corps est capable de vivre ça, tu vois, d'aller plus loin que ça, tu vois.
Et en plus, c'était même pas fini parce qu'au final, on a couru et tout. On pensait que c'était fini. Et Seb nous dit bon bah les gars, il y avait une piscine gigantesque avec une cascade et tout tout en mode roche. Enfin, c'était très beau, tu vois. Ouais. Il me dit ouais les gars, c'est bon, on est dans la piscine. Dans la piscine. Ah yes, détente. J'avais chaud aux mains. Ouais, bon, le chlore quand même, ça fait mal, tu vois. Mais je nage quand même, je suis quand même content, tu vois. Il dit mais vous croyez qu'on va nager là? Vous rigolez, on va courir. On va aller faire le tour de la piscine en courant dans l'eau. Donc courir dans l'eau, vous imaginez ce que ça fait. C'est une galère. Et sachant que t'as déjà couru pendant je sais pas combien de temps au soleil, tu souffres. Et en plus, ça te brûle. C'est terrible. Oh, le combo, il est terrible. Mais il était pas conscient de tout ça, je pense. Que ça brûlait et tout. Bah, tu vois, il vivait pas le truc, donc je sais pas s'il se rendait compte que les brûlures et tout. Moi, je pense qu'il a déjà dû le faire avec quelqu'un. Il a eu le feedback. Il s'est dit, vas-y, je vais la prochaine ça fois. Ça marche bien, ça. Non, mais je te jure, c'était incroyable. D'ailleurs, merci Seb, parce qu'au final, c'était une expérience incroyable. Là, on en rigole, mais sur le moment, j'étais en mode. C'est sûr, c'est pas drôle. Mais du coup, on devait, en fait, à chaque fois qu'on faisait un tour, on devait taper sur le truc en disant qu'on a bien fait le tour. Ouais. Et on devait surtout toucher à chaque fois les coins de la piscine, parce que si on trichait, on recommençait un tour en plus. Okay, c'était quelque chose. En fait, une fois qu'on a fait les tours dans la piscine, on est ressorti. Okay. Et on s'est mis à côté de la piscine. On a fait tous les spots de la villa. On s'est remis à côté de la piscine. À ce moment-là, il y avait des exercices de gainage et de pompe. Sauf qu'on avait des mecs qui faisaient 2,5 m pour 100 kg, tu vois. On va faire du gainage et des pompes après avoir fait tout ça en plus. C'est trop dur pour eux par rapport à nous, tu vois. Et donc, ils galéraient. Il y a des potes qui galéraient et tout. Et quand un seul tombait au sol, tout le monde recommençait, tu vois. Et force aux petits de 14 ans qui étaient avec nous parce que les petits étaient très très chauds. Ils ont tenu. Ils pleuraient. C'est ça. Mais enfin. Ouais, c'était dur. Pour te dire, pour que les petits pleurent et que nous, on soit en mode au bout aussi, c'était dur, tu vois. Mais en vrai, ça vous donne un aperçu de ce que c'est. Ça arrive. Au States, ça arrive. En France aussi, hein, sûrement qu'il y a des instruments comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que tu peux vivre là-bas. Exactement. Mais après, il faut savoir que nous aussi, mentalement, on était quand même prêts à, entre guillemets, à encaisser parce qu'on savait qu'il fallait qu'on passe par des trucs comme ça pour y arriver. C'est sûr. Je sais qu'en France, je sais pas, tu fais faire ça à une équipe départementale, peut-être qu'ils n'ont pas l'ambition d'aller plus haut, peut-être qu'ils veulent pas souffrir à ce point-là, tu vois, et tu vas te prendre les parents sur le dos, enfin ça va partir en cacahuète, tu vois. Alors que là, en soi, moi quand je suis arrivé chez moi, mes parents ils étaient en mode oh t'es brûlé quand même, c'est pas bien, tu vois. Ils étaient un peu flippés, mais au final, on a compris le truc, tu vois, c'était comme ça. Après ton passage aux États-Unis, du coup qui a duré 3 ans, donc t'as fait Redemption 1 an. Non, 2 ans. Ouais, 2 ans et plus les EU. Plus les EU. Ouais. Et ensuite, t'as fait Combine. Et après Combine, t'es rentré en France. Ouais. T'as joué, du coup, on a dit, avec l'ALM Évreux, Aix-Maurienne, et t'es passé par Saint-Priest. Exactement. Et à Saint-Priest, vous avez fait quelque chose de. On peut dire historique, en fait. Bah, pour Saint-Priest, déjà, oui, c'est historique. Parce que, en fait, on a fait. Je sais plus si c'est exactement 21-1 ou 22-1. Mais on a perdu qu'un seul match dans la saison, donc en National 3. Okay. Et c'était sur un buzzer. Donc c'est un buzzer. Ouais. Donc on a perdu 2 points au buzzer. On aurait pu faire un 21-0, quoi, tu vois. Donc ouais, c'était une saison historique. Je revenais je sais pas, je savais qu'il fallait que je sois dans un club qui gagne, tu vois. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'aller là-bas. Je savais qu'ils avaient déjà un très gros effectif. Super coach, super équipe, super groupe. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on avait tous nos rôles dans l'équipe. Et on respectait le truc, tu vois. Et ça, c'est quand t'as un squad qui est comme ça, c'est trop bien, tu vois. Et au final, bah ouais, on a marché sur la compétition pour te dire, hein, franchement, on a. En vrai, 21-1, c'était incroyable. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai filmé, je voulais faire une série de base YouTube là-dessus. Ouais. J'ai filmé la finale et tout. Enfin, la finale quand on est monté en National 2. Parce que là, du coup, cette époque, t'étais déjà à quoi, 60... J'étais à 50K. 50K ouais. Donc t'aurais pu filmer. Ouais, bah l'objectif c'était de filmer au début, mais je me suis pris un peu tard. Ouais. C'était même des moyens financiers un peu trop élevés pour moi à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, j'ai quand même la finale et quelques matchs, enfin la montée en National 2 et quelques matchs. Et moi j'ai trop aimé, tu vois, je sentais enfin pour une fois, on va dire, que là c'est bon, on gagnait et on était respecté un peu par tout le monde parce qu'on gagnait avec la manière, tu vois. Ouais. Et avoir un rôle en plus dans ces victoires et tout, c'était incroyable. Et ouais, je sentais que là, c'est bon, c'était mon année, ma bonne année où je me faisais plaisir et tout, tu vois. Ça ressemble à quoi, en vrai, une saison comme ça où, en fait, vous marchez sur l'eau et que ce soit dans les vestiaires, que ce soit en match, ça ressemble à quoi? Genre, vous êtes galvanisé? J'ai envie de te dire, pour être totalement honnête, moi, j'étais pas le mec le plus enfin, j'étais pas à fond dans le groupe. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, tu le sais déjà, voilà. J'ai du mal à être à fond avec l'équipe en général, d'un côté, je sais pas comment dire, mais... hors basket, tu vois. Mais sur le terrain, par contre, on était à fond en mode... C'était nous, tu vois. Genre, on était un squad, tu vois. Genre, fallait nous passer dessus, tu vois. Ouais.
Donc ça, c'était incroyable. Et ouais, juste la sensation d'être à un endroit où les gens te respectent et tu gagnes. Et même le public était là pour nous voir. Tu sais, tout le monde était en mode est-ce qu'ils vont encore gagner ce soir? Genre, c'est incroyable et tout, tu vois. Mais en plus, vous aviez, je crois, j'ai vu des vidéos et vous aviez un gros public en fait. Ouais, Vraiment, surtout, il y avait des matchs où il y avait plus de place sur les bancs. Tout le monde était debout pendant tout le match. Ouais, tu vois. en fait, c'était fou. Alors, c'était tu sais, les stand-up là dans les comédies là. C'était ça, mais tout le match, tu vois. C'était incroyable. C'est incroyable. Des ambiances de fou. Et ça fait trop plaisir quand tu vois ton père et ta famille dans les gradins qui sont là et tu gagnes des matchs et tu sens que tu fais un truc pour le club en plus, tu vois. En plus, tu peux contribuer, tu vois. Tu contribues à la victoire. C'est pas en mode t'es là. Ouais, c'est pas là, t'es sur le banc et tu cires, tu vois. Non, tu joues et tout, donc c'était cool. Et même à ce moment-là, j'avais trop de love parce qu'il y avait tous les petits et tout qui étaient là, ouais, Ndel ou ouais, Mathis et tout. C'était trop bien, gros, j'étais trop content. Je me suis dit, non. Regarde ça. Je me suis dit, attends, il y a la famille, il y a la team abonnée, il y a tout le monde, gros, c'est incroyable. En vrai, ils venaient, ceux qui étaient à côté, ils venaient et tout. Non, bah, il y avait. Alors, déjà, il y avait souvent des potes à moi ou des connaissances qui venaient. Ouais. Mais en général, les petits du club, il y en avait quelques-uns qui connaissaient ou quoi. Donc, Putain, c'est lourd. Donc, il y avait le soutien, tu vois, donc c'était trop cool. C'est lourd. En vrai, j'ai jamais vécu une saison avec une audience, mais en vrai, ça doit être. C'est vrai que ça doit être. Ouais, bah cette année, en fait, à chaque club où j'allais, il y avait des abonnés. C'est vrai que chaque équipe, quand tu en jouais, il y avait des abonnés. Donc, à l'extérieur aussi, tu vois. Tout quand j'y allais, bah, je prenais des photos et tout, mais c'était trop marrant parce qu'au final, même eux de leur équipe adverse, ils faisaient pas de photos avec leur public, tu vois. Avec leur public. Donc des fois c'était malaisant, tu vois, parce que tu finis un match, tu prends plein de photos et tout, alors que tu viens de perdre, tu vois. Ouais, genre je venais de perdre un match, je fais 10 photos et les mecs ils me regardent en mode c'est qui lui, il veut quoi, tu vois. Donc je suis un peu dans la malaisance, tu vois, je suis un peu pas à l'aise, mais je suis obligé de les faire parce que tu sais, on te soutient, faut que tu montres et tout, et puis même j'étais trop content de les faire. C'est sûr. Mais il y a un côté aussi où tu retournes dans le vestiaire et t'es en mode le youtubeur, tu vois, c'est un peu gênant aussi. Donc, ouais, ça peut arriver. Mais bon, faut gérer ça comme tu peux, tu vois. Enfin, tu peux pas être prêt à ça, tu vois, genre je pouvais pas m'adapter à ça forcément et il y a des côtés négatifs comme positifs à ça. Ouais. Est-ce que les petits qui venaient te voir, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui disaient je veux faire comme toi et tout, je veux faire une chaîne et tout? Pas du tout, non. Du tout? Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais lors des matchs, c'était pas ça, c'était plus en mode ouais, je kiffe ce que je regarde les vidéos, je kiffe, tu vois. Mais par contre, ouais, sur les réseaux, il y a pas mal de personnes qui te demandent comment être sur les réseaux un peu, tu vois. Comment gérer une chaîne YouTube, tu vois. Et toi, généralement, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, la première chose que je dis, c'est déjà, est-ce que tu veux vraiment faire ta chaîne YouTube, tu vois? Parce que c'est un challenge, c'est pas juste tu lances une chaîne YouTube et c'est fait, tu vois. C'est genre, déjà, c'est un métier maintenant. Enfin, ça l'a toujours été, mais maintenant, c'est plus considéré comme un métier. Et surtout, ça prend un temps fou et ça peut ne pas marcher pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Long. Genre des chaînes YouTube qui marchent et qui ont beaucoup d'abonnés, il y en a pas des millions, on va dire. Quand tu dis beaucoup, c'est beaucoup, c'est à partir de combien beaucoup? Beaucoup, je pense, je sais pas. Passer les 100K, t'as quand même une communauté, tu vois. Donc je pense qu'à partir. J'aurais dit moins, même, j'aurais dit 50. Ouais, moi, voilà, peut-être 50, tu vois. Mais je veux dire, à partir du moment où t'as une bonne communauté, franchement, t'as charbonné parce que sur YouTube, c'est là où c'est plus dur, je trouve, de réussir sur les réseaux, c'est YouTube. Ah ouais? De toutes les plateformes sur lesquelles t'es, c'est YouTube. Ouais, ok, toi, j'aurais pas dit. Et encore plus maintenant, je pense. Tu vois. Ok. C'est pourquoi parce que maintenant, il y a de plus en plus de gros concepts. Donc, si tu veux y arriver, il faut souvent faire un gros concept. Ouais. Sauf que pour faire un gros concept, il te faut 10 000 balles. Donc, tu les as pas au début. Donc, tu peux pas le faire. Et si tu veux pas le faire, tu peux pas y arriver. Enfin, il y a tellement de choses comme ça. Il y a aussi le fait que YouTube, il faut vraiment être consistant. Une vidéo YouTube, c'est 8 minutes. Mais 8 minutes... Entre une vidéo YouTube de 8 minutes et une vidéo Insta de 30 secondes, le travail, c'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. C'est 10 fois plus long et 10 fois plus compliqué à mettre en place. C'est quoi? C'est exponentiel le nombre d'heures que tu as à faire sur une vidéo YouTube comparé à une chaîne Insta? Ah ouais. Insta, franchement, il y a des vidéos Insta, des Reels, je les fais en. Le montage, je mets vraiment 2 minutes et à la tournée, je mets 5 minutes. Ça me fait 7 minutes pour une vidéo, des fois, qui fait 1 million de vues, tu vois. Ah ouais. Et YouTube, première vidéo à 1 million de vues, il m'a fallu. 2 ans. Donc ça n'a aucun rapport, tu vois. Après, tu l'as fait en combien de temps? Le million de vues? Non, celle sur Curie. Celle sur Curie, je l'ai fait... Tu l'as fait rapidement, en plus, t'as dit. Ouais, non, je l'ai fait à un an et quelques, un an et demi. Non, mais en combien de temps tu l'as faite? En combien de temps je l'ai faite? Ouais, je l'ai fait en peu de jours, quelques jours. Mais après, l'impact est-ce que l'impact d'ailleurs d'une vidéo, ça n'a rien à voir? L'impact d'une vidéo à 1 million et je pense pas que ça a à voir parce que sur Insta et sur TikTok, par exemple, tu scrolles beaucoup plus vite. Tu vois. YouTube, c'est plus une plateforme où tu prends le temps d'aller regarder une vidéo et de te poser, tu vois. Mais même temps, dans les retours, je veux dire, est-ce que... Dans les retours, j'ai l'impression que ça
on me reconnaît plus via YouTube que sur Instagram ou TikTok. Ouais, YouTube, je pense que c'est vraiment la plateforme la plus compliquée. Je dis pas ça parce que je le fais, vraiment juste parce que je connais plein de personnes qui sont créateurs de contenu et tout, qui disent YouTube, non, en fait, flemme, genre trop long. En fait, t'as commencé par ça, toi. Ouais, je commençais par ça, du coup, toutes les autres plateformes, ça paraît simple. Enfin, simple, tu vois, dans le montage et tout, c'est. Je me dis, je vais faire un Reels tout à l'heure, tu sais quoi. Des fois, je passe une journée, je fais 15 Reels dans une journée, tu vois. Alors que je peux pas faire de vidéo YouTube 15 vidéos YouTube, tu vois. Mais si là, avec ce que tu sais maintenant, tu devais recommencer ta chaîne YouTube, est-ce que tu t'y prendrais différemment? Est-ce que tu ferais la même chose? Que ce soit au niveau des concepts ou même des trucs à acheter, des trucs à apprendre? Comment est-ce que tu ferais? Franchement, je ferais la même chose. Tu ferais pareil? Ouais, parce que. Alors, déjà, de 1, parce que en fait, quand je fais. Là, j'ai fait ça et ça a plutôt bien marché, tu vois. Et je sais pas si ça aurait pu mieux marcher. Parce que j'ai vraiment tout donné, genre sur tous les contenus et tout que j'ai fait sur YouTube. J'ai vraiment fait de mon mieux sur tous les trucs. Donc, vu que j'ai pas de regrets là-dessus, je me dis, j'aurais fait pareil, j'aurais fait au max comme là, tu vois. Mais aussi, je me dis que. À la limite, tu vois, j'aurais peut-être pu quand même. Améliorer mon matériel. C'est-à-dire que là, j'ai un Samsung S22 d'il y a 4 ans. J'ai un vieil ordinateur, j'ai un ordinateur pas ouf. Et j'ai une caméra entrée de gamme, tu vois. J'ai vraiment le strict minimum pour créer du contenu. Il a vraiment le strict minimum. C'est-à-dire vraiment... T'as un micro quand même. J'ai un très bon micro, par contre. Un très bon micro. C'est la première chose que j'ai acheté parce que je savais que le son, c'était le plus important. En plus, c'était beaucoup. C'est beaucoup d'images réutilisées. T'as fait de la voix off aussi, donc forcément, tu vois, il faut un bon micro. C'est ça. Mais dans mon cas, c'est catastrophique mon matériel, tu vois. Pour le nombre d'abonnés que j'ai ou quoi, enfin, pour ce que j'essaie de faire, c'est catastrophique. Et je sais que c'est un truc qu'il faut que j'améliore, mais ça coûte tellement cher aussi. Et je préfère mettre de l'argent en fait dans des projets que dans mon matériel depuis que je commence. Tu vois. Par exemple, comme là, ce week-end, tu vas tourner un concept. Je préfère mettre de l'argent là-dedans plutôt que dire je vais investir tant sur ma caméra. Alors c'est ça, c'est exactement ça. Je préfère mettre de l'argent dans les projets, faire évoluer les projets pour l'instant que d'évoluer mon matériel parce que je sais que même avec de la merde, entre guillemets, j'arrive quand même à faire des trucs qui passent. Donc. Mais du coup, là, j'ai dit n'importe quoi, j'ai 18 ans, je vais faire ma chaîne sur le basket. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, faut être. Alors, c'est une bonne question. J'ai 18 ans, je vais faire ma chaîne sur le basket. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas pouvoir te dire quoi faire parce qu'il y a beaucoup de sujets différents que tu peux faire. Mais le plus important, je pense, c'est de se démarquer de ce qui se fait déjà. Parce qu'il y a plein de concepts qui se font et qui se refont, etc. Ça peut marcher, mais tu vas stagner ou tu vas t'arrêter à quelque chose. Si tu le fais pas mieux, en plus, ça va être compliqué pour toi d'y arriver. Je pense que c'est cool d'apporter ton originalité à une nouvelle idée ou alors une idée qui a déjà été faite, mais de le faire différemment. Et le plus important, c'est juste vraiment de croire en toi et de ne pas avoir peur de la vision des autres. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai telle idée, j'ai tel truc, je vais faire ce concept, ou je vais me lancer sur les réseaux, etc. Au final, ils le font pas parce qu'ils ont soit peur du regard des gens, soit pas assez confiance en eux, soit ils ont pas la force de continuer parce que c'est hyper dur de continuer chaque semaine à poster des vidéos sur YouTube, etc. Et des fois, tu peux poster pendant 2 ans et tu as les mêmes résultats. Tu te dis, en fait, j'ai passé, 2 ans de ma vie à travailler sur un truc qui ne fonctionne pas et qui m'a rapporté 0 €. Tu peux paraître. Ça peut te rendre fou, quoi, ce genre de choses. C'est sûr. Donc, je pense, avoir confiance en ce que tu fais et trouver une idée un peu originale. C'est le plus important. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans le basket, il y a plusieurs buckets de créateurs? En mode, tu sais, t'as les mecs qui sont plus en mode équipement. Est-ce que t'as des mecs qui sont plus en mode coaching? T'as des mecs qui sont plus en mode divertissement, plus React? Ça veut dire qu'il faudrait venir avec un nouvel angle ou... Alors là, en fait, à ce niveau-là, ça va être compliqué de trouver un nouvel angle. Tu vois. J'ai l'impression que tout est un peu pris. Après, on sait jamais, ça se trouve, il y a un mec qui va venir avec un délire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens créatifs et que dans tous les cas, il y a des idées qui peuvent être faites. Moi, je sais qu'il y a un concept que j'avais noté qui n'avait pas encore été fait. Je ne dirais pas. Mais je sais pas si j'aurais le temps de le faire. C'est pour ça que je l'ai noté de côté. Je me suis dit, on sait jamais. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut arriver avec une. En fait, le plus important, c'est d'arriver avec une idée. Et jamais t'arrêter de le faire et le faire à fond. Essayer de le faire le mieux possible. Je pense que c'est ça le plus important. En fait, d'avoir de la qualité quand même. En fait, c'est plus que. Moi, de mon point de vue, plus que faire un truc différent, c'est prendre un truc et être consistant. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Parce que je sais que, par exemple, si je prends mon exemple,
J'ai lancé plusieurs chaînes YouTube. Ouais. En fait, le seul problème, c'est la consistance. C'est genre, toutes les chaînes YouTube que j'ai arrêtées, si j'avais juste continué, bah, t'as vu, je serais pas en train de moi, recommencer les chaînes. j'ai regardé tes vidéos YouTube d'ailleurs. Merci, et j'ai c'est kiffé, gentil. tu vois. C'est gentil, c'est Et des fois, j'étais en mode, c'est quand qu'elle sort la vidéo Elle sort pas, Elle est mec. jamais sortie. Et ça, Mais, c'est hyper important, tu vois. Et moi, quand je vois maintenant le rythme de croisière que t'as là, surtout depuis récemment, quand je vois, hier, t'as mis un screen dans story des vidéos que t'as sorties du mois Dans le dernier. mois, ouais. Dans le mois, t'en as quoi? T'en as genre 5. 4-5? Ouais, tu vois. C'est 4-5 vidéos dans le mois, c'est pas mal, tu vois. C'est énorme. C'est beaucoup et je me suis mis un minimum de 4 vidéos par mois. Ok. Mais il y a 3 mois, j'étais à 8 vidéos par mois. 8 vidéos. Pendant 2 mois, j'ai fait 8 vidéos. J'ai fait 16 vidéos en 2 mois, tu vois. Ah ouais. Parce que la plateforme me mettait pas assez en avant et je voulais qu'elle me remarque, en gros. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément. Je me suis dit, va pas te tuer le mental non plus là-dessus. Et là, je profite du temps que j'ai, entre guillemets, pour faire que 4 vidéos par mois, pour faire des formats courts. Ok. Parce que je sais que c'est un contenu qui intéresse beaucoup de gens et qui fonctionne très Ok. bien. Donc, je remets là-dessus à fond. Donc là, ça veut dire que tu es en train de faire, pas une transition, mais tu mets plus de temps dans le format court. Ouais, je sais que je maîtrise ce que je fais sur YouTube. Je sais que de tel temps que ça me prend pour chaque vidéo. Ouais. Donc je m'organise pour avoir mon temps pour les formats courts en plus. Tu vois. Ok. Maintenant, je sais que, comme je le disais avant, en 4 minutes, je faisais une vidéo en une semaine. Enfin, je faisais une vidéo de 4 minutes en une semaine. Maintenant, pour une vidéo de 4 minutes, il me faut, 6 heures, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Donc j'ai beaucoup plus de temps, je sais bien mieux gérer mon temps. Il y a aussi des personnes qui m'aident. J'ai pu refaire mes miniatures, etc. Donc je gagne du temps là-dessus, tu vois. Donc c'est cool, ça me permet de faire les gros projets. Le Handle Tour, c'est un projet qui va me prendre énormément, enfin qui me prend énormément de temps. Ça prend plusieurs mois à faire et tout. Et il y a énormément d'autres projets qui arrivent qui sont incroyables et j'ai trop hâte de les faire, tu vois. Allez vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît, s'il vous En plaît. fait, je dis ça, mais les gens savent pas, mais c'est vraiment, ça va être trop bien. Franchement. À quel point, en fait, c'est différent de faire du contenu quand t'as une chaîne YouTube et genre tu fais du contenu, tu fais du contenu, et maintenant t'as des nouveaux arbres que t'as développés, et du coup il faut que ta création de contenu nourrisse ces arbres. Donc c'est différentes branches, on a dit, c'est les habits, c'est les programmes, on a quoi d'autre? On a dit habits, les programmes, les coachings personnalisés. Exactement. Chaîne YouTube, TikTok, Instagram, ce genre de YouTube. choses. En fait, de base. Genre maintenant, c'est plus stratégique. Tu penses plus maintenant En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est la première année où je fais de la création de contenu à plein temps. L'année d'avant, c'était un plan B. Enfin, c'était pas un plan B, mais c'était. Tu fais un truc à côté, quoi. En fait, l'année dernière, pour te dire un peu ce que je fais dans ma vie, j'avais ma vie de famille. Donc, j'étais en couple, etc. J'allais avoir un enfant. Donc, il y avait tout ça préparé. Il y avait aussi le basket. Donc, je jouais en National 3. Donc, c'est quand même un niveau qui te demande de t'entraîner régulièrement, etc. C'est sûr. J'avais des cours. Je passais un diplôme en même temps. Ouais. J'avais la chaîne YouTube, compte Insta, TikTok, programme, je préparais les programmes. J'avais la marque de vêtements. On est à 8, tu vois. Et il y avait toutes les idées de projets que je mettais de côté pour plus tard quand j'aurais le temps, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'étais en bug cérébral, tu vois. Et donc, il y a tellement d'informations, ton cerveau, il juste c'est ça. Voilà, donc je gagnais très bien ma vie, et c'était très bien, tu vois, mais physiquement et mentalement, c'était dur, tu vois. Et en fait, c'est dur de tout gérer, tu vois, parce que t'as que 24 heures dans une journée, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Et cette année, au final, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Donc j'essaie de caler certaines choses pour que ça soit bien coordonné, je puisse faire des gros projets, par exemple. Dans ce petit passage, le son a sauté, donc je vais vous raconter rapidement ce qui s'est dit pendant ces 5-6 minutes. Avec ce temps que Mathis a gagné, il peut maintenant faire des vidéos en avance, d'accord? Ça lui donne plus de temps pour prévoir les gros concepts, vraiment les projets qui demandent énormément de temps, comme par exemple ces tournages de gros concepts à Paris, comme il a sorti récemment avec Briscoe, comme il va sortir dans quelques jours avec Overtime Elias, etc. Ou encore, j'ai failli oublier son concept avec les 5 abonnés, où il va vraiment se rendre chez la personne pour l'entraîner. Tout ça, c'est des choses qui étaient très compliquées avant et qui maintenant, grâce à ce gain de temps, sont réalisables. Mais à la base, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce qu'il a réfléchi l'écosystème dont on parle tout à l'heure. Comme vous l'avez compris, Enter Your Game, c'est pas uniquement une chaîne YouTube, c'est pas uniquement un compte Instagram ou un compte TikTok, c'est aussi du coaching personnalisé, c'est aussi des programmes, c'est aussi des marques de vêtements. Enfin, la marque de vêtements s'appelle True Baller, mais vous avez compris, la personne derrière, c'est Mathis. Et à ma grande surprise, c'est quelque chose qu'il avait prévu dès le premier jour, d'accord? Il savait que il allait sortir du merch. Il savait que les vidéos analyses allaient amener à faire du coaching personnalisé. Il savait que faire des vidéos tuto basket, ça allait amener à des programmes. Et c'est vraiment très fort d'avoir réussi à avoir cette vision day one et de s'y être tenu pendant les 3 dernières années et faire en sorte que ça marche. Et ensuite, il m'a donné un exemple concret où toutes ces branches dont on parle depuis tout à l'heure vont se rejoindre. L'exemple, c'est en 2025, Mathis va organiser un gros camp de basket. Déjà, on peut considérer qu'un camp de basket, c'est du coaching individuel à grande échelle.
Ok. Donc ça déjà, check. Ensuite, croyez-moi que si Mathis fait un camp de basket aussi gros, il va réussir à en faire du contenu, d'accord? Que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Donc voilà. Ça aussi, check. En 2025, sa marque True Baller, elle sera sortie. Et l'objectif, ça va être d'habiller toutes les personnes qui sont au camp en True Baller. Le camp va faire la promotion et de ses compétences en tant que coach, créateur de contenu, mais aussi faire la promotion de sa marque. Smart. Et blague à part, mettre tout ça en place, ça demande énormément de compétences. Pas que basket, hein, d'accord, aussi sur la promotion, sur le marketing, etc. Il faut savoir que Mathis, ils sont très peu dans son équipe. D'accord, il y a un graphiste, comme il a dit tout à l'heure, et il y a son copywriter qui l'aide pour les scripts. Mais à part ça, c'est tout. Donc je voulais savoir comment est-ce qu'il avait acquis toutes ces compétences. Donc je lui pose la question. Comme je l'ai dit, moi j'ai tout appris de YouTube. Je savais pas faire un montage. Tu sais rien faire. Les études que j'ai fait, ça n'a aucun rapport et je les ai un peu bâclées pour être honnête, tu vois. Donc bon. C'était dans quoi C'était en plus t'en as parlé, c'était communication, non? Ouais, communication, management, etc. Ouais. Spécialisé pour les comment ça s'appelle enfin dans le sport ou ouais, c'était dans le sport. Ouais. Mais c'est ce que j'ai fait en fait l'année dernière, tu vois. J'ai repris mes études là-dessus. Ouais. Et ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, tu vois. Et dans tous les cas, en fait, avec YouTube, tu peux tout apprendre. T'as des tutos pour tout, tu vois. Donc t'as juste à être un charbonneur, à aller sur YouTube, tu regardes des vidéos pendant des heures, ce que j'ai fait, c'est ce que plein de gens font. Et au final, ça marche, tu vois. J'ai fait de la recherche dans tellement de domaines. Dans le montage, comment créer un business, comment kiffer ton business, parce qu'au début, il peut ne pas fonctionner aussi. Je sais pas, comment créer un site Shopify, un site internet, comment le mettre en avant, comment faire des pubs sur les réseaux sociaux. Tout ça, YouTube. Full YouTube. J'ai payé 0 formation, je te le dis, je suis plus rat là-dessus. Il y en a, ils payent des formations à 10 000 €. Non, moi, je suis sur YouTube. Et ça fonctionne pas de fou, mais je veux dire, je m'en sors, tu vois. Donc, t'as pas besoin d'avoir les meilleures formations au monde pour. C'est ça, c'est ça le message. En fait, c'est. Juste si t'es déterminé, tu peux y arriver, tu vois. Si je peux vous mettre sur un truc, ça coûte un peu d'argent. Ça s'appelle Udemy. Je sais pas si tu connais. Je connais bien. Tu connais et je regarde. Tu consommes Udemy? Ouais. Udemy, il y a des formations qui sont. En fait, c'est des masterclass genre, qui durent peut-être des heures. Il y en a une qui dure genre 78 heures. C'est 19 €. Et en vrai, c'est clean parce qu'en fait, sur YouTube, des fois, tu peux te perdre. Tu vas regarder une vidéo, une première vidéo, un premier tuto, et ensuite, tu vas regarder celui d'après. Et au final, t'as oublié pourquoi tu y allais en fait. C'est un piège. Alors que Udemy, c'est toi et le formateur. Et en vrai, c'est pas cher, tu vois, c'est 19 €. Et il y a tous les sujets auxquels vous pouvez penser. Donc, voilà. Mais je me suis trompé. Je connaissais pas ça. Tu connaissais pas Udemy? Non, je sais pas. Je vais regarder. Tu vas regarder. En vrai, c'est pas mal. Je vais regarder. Mais je pense qu'il est l'heure. Je pense qu'on a abordé tous les sujets dont on voulait parler. Et bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour. Merci à toi, merci à toi. C'est trop cool. Hein. Moi, c'était mon premier podcast, on va dire. Tu vois. Moi aussi. Trop content de l'avoir fait avec toi. Premier podcast aussi, donc. Ça fait plaisir. Merci à toi. Le lieu est cool. Franchement, c'est trop cool. Et c'est. Les gars, si vous voulez suivre les podcasts de Mathieu, il faut le faire maintenant. Merci. Je vous le dis tout de suite. Il fait ma promo. Je vais laisser sa promo. Je vous mets les réseaux sociaux de Mathis en description. Vous pouvez le retrouver partout avec le nom Handle Your Game. Allez le rejoindre partout. YouTube, Instagram, TikTok. Comme je vous l'ai déjà dit, dans quelques jours, il a un gros concept qui va sortir sur sa chaîne YouTube avec des grosses têtes de la sphère basket en France. Et si tu es un jeune basketteur qui souhaite amener son jeu à un autre niveau, je te mets le lien du site de Mathis où tu pourras retrouver tous ses programmes. D'accord ? Quand je sors cette vidéo, pour l'instant, sur son site, il n'y a qu'un seul programme. D'accord ? C'est sur la détente. Mais c'est déjà un bon début si tu souhaites gagner 5, 10, 15 cm de détente. Je t'invite à te rendre sur son site. Et comme il l'a dit dans le podcast, plus tard il va faire le shoot, le dribble, le mental. Donc si tu veux progresser, c'est vraiment sur ce site qu'il faut se rendre. Et pour ceux qui veulent refaire leur garde-robe, je vous ai mis le lien du site de sa marque en description. La marque c'est True Baller. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, si le sport et la création de contenu sont deux milieux qui vous intéressent, rejoignez-moi sur LinkedIn. Je détaille vraiment plus en profondeur l'économie et le fonctionnement de ces deux industries. Sur Instagram, le nom c'est Ndalagary, Ndalagary. Vous retrouverez principalement des shorts du podcast. Donc partagez-les, que ce soit en story ou à vos amis. Et plus important encore, mettez en commentaire ce que vous avez pensé du podcast. Vraiment, je veux savoir n'importe quelle remarque que vous avez, même si vous aimez pas la couleur de mon pull, que ça va pas avec le fond et du studio, je m'en fiche, je veux savoir ce que vous en avez pensé, parce que c'est sur quoi je vais m'appuyer pour faire progresser le podcast. Et pareil, si vous avez un invité en tête, ou alors que vous connaissez même, c'est encore mieux, si vous connaissez quelqu'un dans la création de contenu ou dans le milieu du sport qui serait intéressé de venir et s'exprimer sur le podcast, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, je vous répondrai. Et voilà, je vous dis à la prochaine.